Je suis Michel, et voici un nouveau récit tiré de la vie des gens. Jean s'apprêtait à se coucher quand Bruno, son chien, se mit soudain à s'agiter. Un bon chien, intelligent, qui ne s'affolait jamais pour rien. Jean l'avait recueilli 8 ans plus tôt, un chiot perdu, geignant, tout seul sur le bord de la route, à peine quelques semaines. Quelqu'un du village avait dû partir le noyer dans l'étang voisin et n'avait pas eu le cœur d'aller jusqu'au bout, l'abandonnant là. Sur la route, l'issue aurait été la même de toute façon. Jean avait vu cette petite créature condamnée, et une vieille douleur, ancienne, s'était réveillée dans son cœur. Car lui aussi, autrefois, avait été aussi seul, aussi rejeté, lui dont on avait tant voulu se débarrasser. Alors l'homme avait ramassé le chiot, l'avait ramené dans sa cabane de garde forestier, l'avait nourri, soigné, et Bruno était devenu, avec le temps, son meilleur ami et son plus fidèle compagnon. Un pareil chien ne pouvait que du bien à un vieux forestier solirate. Et voilà que ce soir, Bruno se comportait bizarrement, courait vers la porte, tirait clairement son maître vers l'extérieur, le fixant droit dans les yeux, comme pour le presser. Jean, à contre-cœur, enfila ses grosses bottes fourrées, tira sur son manteau, noua les pans de son bonnet sous le menton. Il jeta un regard de regret vers le canapé près du poêle, si douillet, si accueillant. Mais Bruno dessinait devant la porte des pas de danse impatients. Il fallait le suivre, aller voir ce qui se passait dans la forêt. Ce chien n'était pas du genre à inquiéter son maître pour rien. Jean glissa son fusil sur l'épaule et suivit Bruno dehors. L'homme avait toujours aimé la forêt. Il avait grandi dans un village voisin d'une pinède, avait couru enfant dans ses bois avec ses copains pour cueillir des mûres, ramasser des pommes de pin pour allumer le feu ou simplement jouer. Quelle enfance insouciante ces 10 premières années. Et puis sa mère était morte, une femme encore jeune, en apparence bien portante, et le petit Jean s'était retrouvé seul avec son père. C'est là qu'avaient commencé les malheurs et les épreuves. Ce qu'il avait dû traverser, Jean préférait aujourd'hui ne pas trop y repenser, mais au bout du compte, tout s'était arrangé. Bien que, à l'époque, l'homme n'aurait jamais imaginé une telle issue. Sur son chemin, il avait croisé quelqu'un de bon, de généreux, qui n'était pas passé son chemin, qui l'avait aidé à se reprendre, à retrouver des forces, à trouver sa vocation. Ainsi Jean était-il devenu garde forestier, vivant désormais dans cette cabane au milieu des bois, dans le calme, la paix, la tranquillité. Tout comme il l'avait voulu. Les bruits de la forêt agissaient toujours sur Jean comme un remède. La vue des grands arbres lui apportait la sérénité, le bruissement du vent dans les cimes lui remontait le moral. Avec les gens, en revanche, ça n'avait jamais vraiment collé. Question de caractère peut-être, ou simplement trop d'épreuves endurées à cause d'eux au fil d'une vie. Quoi qu'il en soit, l'existence retirée de Jean lui convenait parfaitement. Il avait bien quelques amis qui venaient parfois passer quelques jours chez lui, dans le silence et la paix des bois, et l'homme était toujours heureux de les recevoir, mais partir vivre au village, et encore moins en ville, ne le tentait pas. Les récits de ses connaissances sur la vie là-bas ne l'attiraient guère. La forêt lui était plus proche, plus familière. Ses amis le surnommaient même, en plaisantant, l'homme des bois. Jean aimait ce surnom. C'est vrai qu'il en était bien un, d'homme des bois. Bien sûr, l'homme savait que son âge n'était plus celui de la jeunesse, qu'il faudrait bientôt songer à la retraite et retourner vivre dans la maison familiale héritée de son père. Mais pour l'instant, il préférait ne pas y penser du tout. Ce soir-là, Jean se hâtait derrière Bruno. La nuit était déjà tombée, alors le garde éclairait son chemin avec sa lampe torche. La neige scintillait joliment dans la lumière chaude et jaune du faisceau. Jean vivait depuis longtemps au cœur de la forêt, mais il n'avait toujours pas cessé de s'émerveiller devant la beauté de la nature. Soudain, le rayon de lumière fit apparaître, sortant de l'obscurité, une minuscule silhouette. Elle paraissait étrangement, presque irréellement déplacée, sur ce fond de forêt hivernale silencieuse. Bruno tournait déjà autour d'elle, la reniflant, remuant la queue avec bonne humeur. Voilà pourquoi le chien avait tiré son maître, en pleine soirée, hors de sa cabane bien chaude. C'était une petite fille, toute jeune, 3 ou 4 ans peut-être, vêtue d'une doudoune rose vif, d'un bonnet ridicule à gros pompons, de jolies bottes fourrées, brodées de perles. Habillée chaudement, on le voyait bien, avec des vêtements manifestement coûteux, mais par un froid pareil, en pleine nuit, l'enfant n'aurait pas tenu plus de quelques heures. Sans réfléchir, Jean retira sa propre veste, y enveloppa la petite, tout en frottant de la main ses joues déjà pâles, où l'on distinguait les premières marques du gel.
Vite, vite, il fallait absolument réchauffer la fillette, lui donner du thé bien chaud, l'installer près du poêle qui ronflait. Le reste attendrait. N'aie pas peur, ma puce, répétait Jean en se hâtant vers la cabane. Bruno trottait sagement à côté, apaisé, sa mission accomplie. L'homme ne cessait de s'étonner de la fine intuition de son fidèle compagnon à quatre pattes. Je vais te ramener au chaud, et ensuite on retrouvera tes parents. Tout va bien se passer, tu entends? Tout va bien se passer maintenant, ma petite. Bon chien, tu l'as trouvé, et maintenant tout ira bien. Jean s'inquiétait que la fillette prenne peur devant ce vieil homme barbu et costaud sorti de la forêt. Ce serait tout à fait naturel. La petite avait déjà vécu un choc. Elle s'était perdue dans les bois, s'était retrouvée seule, et voilà qu'un tel personnage apparaissait, l'enveloppait dans sa veste et l'emportait quelque part. Mais l'enfant retrouveux semblait étonnamment indifférente, passive. Elle regardait Jean, puis la forêt autour, sans poser une seule question. Il aurait été bien plus compréhensible que la petite pleure, que son visage exprime la peur, l'étonnement, n'importe quelle émotion, mais la fillette avait l'air d'une poupée. Bien sûr, Jean ne savait pas grand-chose des enfants, mais en regardant cette petite, il comprenait que quelque chose n'allait pas chez elle. Dans la chaleur de la cabane, la petite invitée se réchauffa vite, ses joues rosirent, ses yeux se mirent à briller. C'était une très jolie petite fille, blonde, aux grands yeux, au nez légèrement retroussé mais tellement absente. Quelque chose l'avait effrayée à ce point, ou alors... Pourtant, elle n'avait pas refusé le bol de lait chaud que lui proposait Jean, avalant avidement la boisson ainsi qu'un morceau de pain généreusement tartiné de miel. Jean essayait de lui tirer au moins un mot, mais l'enfant était encore bien petite, même si à cet âge on parlait déjà, fût-ce dans une langue mi-enfantine. On pouvait en tout cas comprendre quelque chose. Jean se souvenait qu'un de ses amis lui avait rendu visite avec son petit-fils, du même âge que cette étrange fillette. Le gamin l'avait assailli de questions, regardait tout autour de lui avec curiosité. Cette petite se comportait tout autrement. Comment tu t'appelles, ma jolie? Demandait l'homme en plongeant son regard dans les immenses yeux bleus de l'enfant. Comment tu t'es retrouvée là? Bien sûr, aucune réponse. Dans la chaleur, la petite invitée sombra rapidement dans le sommeil. Jean la transporta avec précaution sur son canapé, arrangea le coussin, la couvrit d'une couverture en laine. Il fallait qu'elle se réchauffe bien maintenant. Elle avait dû passer plusieurs heures dans le froid, et demain, au petit jour, Jean l'emmènerait en traîneau jusqu'au village. Trop tard maintenant, le gel se faisait de plus en plus mordant, et il n'était pas prudent de marcher la nuit dans les bois. Une bande de loups rôdait dans les environs, chassant après le coucher du soleil. Et son vieux téléphone portable, celui que l'administration lui avait fourni, avait justement choisi ce soir pour tomber en panne. Il montrerait ça à quelqu'un qui s'y connaît, tant qu'il y était, peut-être pourrait-on le réparer. Ce lien avec le monde extérieur, Jean en avait tout de même besoin, on ne sait jamais. Comme là, justement, ce serait bien de pouvoir appeler le village, annoncer la découverte. Sûrement que les parents cherchaient cette fillette, devaient être fous d'inquiétude. Jean ne pouvait même pas leur faire savoir qu'il avait retrouvé l'enfant et que tout allait bien, encore que tout n'allait pas bien du tout. La petite était si étrange, si absente, si silencieuse. Elle ne pleurait pas, s'était laissée porter tranquillement dans ses bras, ne parlait pas. Quelque chose n'était pas normal chez elle. La fillette respirait doucement sur le canapé, sous la couverture chaude. Elle ressemblait dans son sommeil à un véritable ange. Jean sourit. Il n'avait jamais eu d'enfant lui-même, mais devant les petits des autres, son cœur se remplissait toujours de tendresse. Ils étaient si fragiles, si sans défense, ne connaissaient encore rien du monde. Un long chemin les attendait tous. Qui sait ce qu'ils deviendraient une fois grands? Sous la fenêtre, Bruno s'étira sur son coussin. Jean rapprocha 2 fauteuils pour s'en faire une sorte de lit, glissa sous sa tête son manteau roulé, se couvrit d'une couverture et s'endormit à son tour. Le matin, il faudrait se lever tôt, nourrir la petite retrouvée, bien l'emmitoufler, sortir le traîneau de l'appentis, et il partirait chercher les parents de la fillette au village. Cette pauvre famille allait passer cette nuit-là dans une angoisse terrible. Au matin, on frappa à la porte, si fort, si désespérément, que les vitres tremblèrent. Jean bondit de son lit improvisé, jeta un œil par la fenêtre. Le soleil n'était pas encore levé, les arbres se tenaient immobiles dans la pénombre de l'aube. La petite invitée fut réveillée elle aussi par ces coups violents. Elle s'assit dans le lit, se frottant les yeux.
L'homme pensait qu'au matin elle se comporterait différemment, mais la fillette paraissait tout aussi indifférente que la veille à tout ce qui se passait. Le bruit l'avait réveillée, mais ne semblait ni l'effrayer ni la surprendre. Bruno aboya plusieurs fois d'un ton menaçant. Cette situation ne lui plaisait pas. Quelqu'un essayait de s'introduire chez eux au petit matin, et comme un vrai gardien, il défendait son territoire. Jean se leva. Il comprenait que cette visite matinale devait avoir un lien avec la fillette. Il le sentait dans la forêt. L'homme s'approcha de la porte et posa la question évidente. « Qui est là ?» « Nous cherchons un enfant, » répondit une voix d'homme, bouleversée. « Notre enfant a disparu, je vous en supplie, aidez-nous à la retrouver. » Jean ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait un homme, grand, jeune, séduisant, habillé avec goût et visiblement de bons moyens, ressemblant beaucoup à l'enfant retrouvé, même grands yeux bleus, même petit nez retroussé, mais le visage anxieux, pâle, désespéré. À côté de lui se tenait, apeurée, une adolescente. Voilà bien quelqu'un que Jean n'attendait absolument pas à voir ici. Sombre, très pâle elle aussi, et dans ses yeux, tant de douleur indicible, tant de peur, qu'il était difficile de regarder cette enfant voûtée sur elle-même. « Elle est chez moi », se hâta de rassurer les visiteurs le garde forestier en les faisant entrer. « Je l'ai trouvée hier soir. Mon téléphone est tombé en panne, je n'ai pas pu appeler. J'avais l'intention de la conduire au village aujourd'hui. »« Camille !» s'exclama l'homme en se précipitant vers le canapé. Il serra la fillette dans ses bras, l'examina rapidement pour s'assurer qu'elle allait bien, et se mit à couvrir son petit visage de baisers. L'adolescente s'approcha aussi de la petite. Des larmes coulaient sur les joues de la jeune fille, son visage exprimait le soulagement, mais la douleur, elle, n'avait pas disparu de son regard sombre et inquiet. L'homme sortit son téléphone, composa rapidement un numéro. « Marie, tout va bien, on l'a retrouvée. »« Elle est en bonne santé, oui. » « Appelle la police, dis-leur d'annuler l'alerte, oui. On fera les démarches nécessaires après. Non, je t'assure, elle est en parfaite santé. On rentre bientôt. » Jean observait la jeune fille en silence. Celle-ci regardait la petite comme si elle la plaignait, sans se décider pourtant à l'embrasser. Et l'enfant retrouvé, elle, continuait de fixer les visiteurs d'un air indifférent, tandis que des vagues d'émotions submergeaient les autres sans sembler la toucher. « Qu'est-ce qu'elle a » demanda Jean à l'aîné. Son père, toujours au téléphone avec sa femme, ne semblait pas entendre. « Elle est toujours comme ça, » dit la jeune fille. « C'est une maladie. Elle a toujours été comme ça et le restera, le docteur nous l'a dit. »« Quel malheur » soupira Jean. Il aurait voulu distraire cette adolescente, la faire sourire, effacer cette douleur tapie au fond de ses yeux sombres et attentifs. Ce regard était insoutenable. « Ça, c'est mon chien, Bruno, » dit-il. « C'est lui qui a trouvé la petite dans la forêt. C'est lui qui l'a sauvée. Allez, mon vieux, donne la patte. » Bruno s'approcha docilement de son maître et tendit sa lourde patte au coussinet brun et doux. La jeune fille eut un léger sourire. Le cœur de Jean se réchauffa. Ce tour marchait toujours. Les enfants étaient toujours ravis des talents de Bruno. « Merci, dit le père. Je vous serai redevable jusqu'à la fin de mes jours. Sans vous, mon enfant ne serait plus en vie. Par un tel froid, elle n'aurait pas survécu. »« C'est mon chien qu'il faut remercier, » répondit Jean en désignant Bruno de la tête. « C'est lui qui a retrouvé votre trésor. Comment s'est-elle retrouvée dans la forêt? Elle s'est perdue ou quoi ?» L'aîné éclata soudain en sanglots. Les larmes jaillirent en torrents. Son corps frêle secouait de hoquets, une véritable crise de nerfs. Au lieu de calmer sa fille, l'homme lui lança un regard chargé de colère, de mépris, presque de dégoût. Jean tressaillit. Il connaissait bien trop ce regard. C'était celui que son propre père lui avait lancé lorsqu'une belle-mère était entrée dans la maison. L'homme se sentit immédiatement proche de cette jeune fille. Il aurait voulu la protéger de ce regard blessant. Comment le père ne comprenait-il pas qu'il infligeait à son enfant une blessure irréparable, là, en cet instant précis? « C'est une longue histoire, dit finalement l'homme. Mais vous avez sauvé Camille, alors vous avez le droit de savoir. Et puis j'ai besoin de parler. La police arrive, vous devrez d'ailleurs répondre à quelques questions, c'est la procédure, excusez-nous. En attendant qu'ils arrivent, je vais tout vous raconter. » On voyait bien que cet homme avait besoin de se confier, qu'un poids terrible lui pesait sur l'âme. Il avait vécu une nuit affreuse, sans savoir où se trouvait son enfant, et maintenant que la petite était assise sur ses genoux, l'angoisse le lâchait peu à peu. Thomas vivait dans un village proche de la forêt, pas celui où se trouvait la cabane de Jean,
un village voisin, plus grand, plus proche de la sous-préfecture. Contrairement à ses amis, l'homme n'avait jamais eu envie de partir en ville. Il aimait travailler la terre, tenir une exploitation, s'occuper des bêtes. Thomas avait choisi la voie de fermier. Sa production se vendait bien, les affaires marchaient, l'homme se sentait pleinement heureux. Il avait une maison solide, une exploitation prospère, un métier qu'il aimait, des revenus stables et surtout une épouse adorée, intelligente et belle, Claire. Une seule ombre venait ternir le bonheur du jeune couple, les enfants ne venaient pas. Les époux avaient consulté des médecins, suivi des traitements, essayé même des guérisseurs, rien n'y faisait. Thomas, lui, ça allait encore, mais sa femme en souffrait terriblement. C'était douloureux pour l'homme de voir cet état chez celle qu'il aidait, lui qui, depuis le lycée déjà, était amoureux de Claire, sans jamais oser rêver qu'elle deviendrait un jour son épouse. Thomas avait promis à Claire de la rendre heureuse, et il s'y employait de toutes ses forces, devançant chacun de ses désirs, cédant à ses moindres caprices. Mais tout n'était pas en son pouvoir. Après 10 ans de mariage, alors que plus personne n'espérait vraiment de miracle, celui-ci se produisit tout de même. Un jour, Claire découvrit qu'elle attendait un enfant. La joie des époux fut immense. La grossesse, cependant, se révéla difficile, semée de complications. Claire dut plusieurs fois être hospitalisée pour éviter une fausse couche. Thomas la portait pratiquement sur les bras durant ces mois, ne la laissant rien soulever de plus lourd qu'une tasse de thé. Les époux attendaient leur premier enfant, se réjouissaient, faisaient des projets. Léa naquit avant terme. Heureusement, Claire se trouvait déjà à l'hôpital à ce moment-là, sinon on n'aurait pas pu sauver l'enfant. La mère, elle, ne survécut pas à l'accouchement. Elle n'eut même pas le temps de voir sa fille, n'entendit pas son premier cri. Les médecins avaient fait de leur mieux, mais s'étaient trouvés impuissants. La jeune épouse tant aimée de Thomas n'était plus. L'homme vécut la perte dans une douleur immense, vieillit d'un coup, se replia sur lui-même, ne laissant même plus entrer ses amis les plus proches, qui voulaient sincèrement aider le jeune veuf. Dans cette période terrible, il blâmait le nouveau-né de tout. Sans elle, Claire serait encore là. Ils avaient bien vécu sans enfant jusque-là, et maintenant, comment faire ? Pendant ce temps, les médecins se battaient pour la vie et la santé de la petite fille prématurée et fragile. Léa, dont personne ne semblait vouloir, gisait dans sa couveuse, entourée de tubes, minuscules, chétive, pâle. Elle qui, il y a peu encore, aurait dû être source de joie et de sens pour ses parents, se retrouvait maintenant, d'un coup, complètement seule. Son père n'appelait même pas l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. On aurait dit que l'enfant le sentait, et s'éteignait peu à peu, malgré tous les efforts des médecins. Thomas s'était mis à boire. L'alcool l'aidait à se déconnecter de cette réalité affreuse, même si, ensuite, une lourde gueule de bois s'abattait sur lui, avec son lot de pensées sombres. Mais au moins, pendant un moment, l'esprit de l'homme trouvait un refuge salvateur dans cet oubli. Après les funérailles de son épouse aimée aussi, l'exploitation se dégradait progressivement, mais cela ne semblait guère troubler Thomas dans son chagrin. Et puis, il fit un rêve, exactement 9 jours après le départ de sa bien-aimée. Il la vit, assise dans leur salon, le regardant avec un amour empreint de tristesse. Thomas se précipita vers elle, l'enlaça, secoué de sanglots. « Pourquoi tu m'as quitté ?» demandait-il à sa femme. « Je ne veux pas rester ici sans toi. À quoi bon cette vie ? Je ne l'ai pas voulu, ça s'est passé ainsi, » répondit tristement Claire en secouant la tête. « Mais il n'est pas encore temps pour toi de partir. Ton heure n'est pas venue. On a besoin de toi ici. Pourquoi cette vie sans toi ? Léa. Notre fille, elle a besoin de ton amour, elle a besoin de ta protection. Sauve-la. » Jean se réveilla et se retrouva étendu sur le sol. Ivre, il n'avait même pas réussi à ramper jusqu'au lit. Claire lui était déjà apparue en rêve auparavant, mais c'était bien un rêve, ordinaire. Cette fois, l'homme avait l'impression que sa bien-aimée était venue d'un autre monde, avait forcé un passage, un instant, pour lui transmettre un message important, pour le ramener à la vie. Thomas se traîna directement jusqu'à la salle de bain. Sa tête s'éclaircit. Claire, on ne pouvait pas la ramener, mais il avait maintenant une fille. En elle, il y avait une part de son épouse bien-aimée. Elle en était le prolongement. Et sa petite fille, sa propre chair, se trouvait actuellement à l'hôpital. À sa grande honte, Thomas réalisa qu'il n'avait pas une seule fois demandé comment allait l'enfant. Comment allait-elle maintenant ? Un bébé a besoin de médicaments, de couches. Dès le lendemain matin, Thomas se rendit à l'hôpital. On lui montra même la petite, comme elle était frêle, comme elle était minuscule. Le cœur de l'homme se remplit de pitié et de tendresse, ses yeux s'embuèrent.
Les médecins annoncèrent que l'état de l'enfant était critique. Dans quelques jours, tout se déciderait. Soit la petite irait mieux, soit... La deuxième option, on préférait ne même pas y penser. Allez Léa, allez ma puce, tiens bon, répétait Thomas en regardant la petite à travers la vitre de la couveuse. Et, difficile à croire, mais la fillette sembla ressentir ce soutien d'un être proche. Elle ouvrit les yeux et regarda directement son père, d'un air attentif, scrutateur. Thomas retint son souffle d'étonnement et comprit immédiatement que désormais tout irait bien. Léa, effectivement, se remit rapidement. Elle commença à prendre du poids, apprit à respirer seule, à boire son lait au biberon. Elle se renforçait de jour en jour. Thomas venait maintenant régulièrement visiter sa fille. On le laissait entrer dans sa chambre. On remarquait qu'après les visites de son père, la petite patiente se sentait mieux. La petite Léa avait sans doute compris qu'elle était désormais nécessaire à quelqu'un en ce monde, et c'est pour cela qu'elle s'en était sortie. Un mois plus tard, Thomas ramenait sa fille de l'hôpital. À sa sortie, assistaient ses amis et la mère de Claire, venue de loin pour aider les premiers temps. Les parents de Claire n'étaient plus de ce monde depuis longtemps. Sinon, ils auraient certainement aidé eux aussi à élever la petite. Thomas comprenait bien que sa belle-mère finirait par repartir chez elle, où l'attendaient sa maison, son mari malade, ses petits-enfants, nés d'autres enfants. Elle ne pourrait pas rester éternellement avec lui. Et malgré tout, elle aida énormément le père tout neuf, lui apprenant à s'occuper d'un nourrisson, organisant le quotidien, le soutenant. Finalement, ensemble, ils réussirent à faire grandir Léa jusqu'à ses 1 an, puis la grand-mère ne put rester plus longtemps auprès de son fils et de sa petite-fille. Elle rentra chez elle, retrouver sa propre vie qui exigeait sa présence et son attention constante. Thomas, à ce moment-là, s'était plutôt bien habitué à son rôle de père, ou du moins le croyait-il. Mais très vite, il s'avéra que concilier l'exploitation agricole et les soins à donner à une petite fille n'était pas chose facile. Quand l'homme s'occupait du travail, l'enfant en souffrait, et les tâches ménagères s'accumulaient. Quand il s'occupait de Léa, l'exploitation tournait au ralenti, et l'argent commençait à manquer. L'homme se retrouvait littéralement écartelé entre sa fille et sa ferme. Un jour, Thomas comprit que cela ne pouvait plus durer ainsi. Bien qu'il n'ait pas eu envie de confier sa petite à un inconnu, il finit par prendre à la maison une aide. Ce fut Nadine, la fille des voisins, une jeune femme discrète, qui avait aidé à élever plusieurs frères et sœurs plus jeunes, et savait donc manifestement s'occuper des tout-petits. Nadine cherchait justement du travail. Le magasin où elle était vendeuse venait de fermer, la laissant sans emploi. Elle accepta donc avec joie ce travail de nourrice chez le jeune veuf. Il y avait aussi une autre raison pour laquelle la jeune femme se réjouissait tant de venir travailler chez le jeune veuf. Thomas était respecté et plaint au village. On le considérait comme l'homme idéal aux yeux des jeunes filles du coin. Travailleur, responsable, fidèle, beau et, chose rare, sobre. Cette période de beuverie après le drame de son épouse, personne n'en tenait rigueur. Nadine ne faisait pas exception. Elle guignait depuis longtemps ce séduisant voisin, dont les épreuves n'avaient fait qu'ennoblir le visage viril. La jeune femme rêvait que cet homme lui accorde enfin un peu d'attention, mais lui restait indifférent aux femmes, toujours enfoncé dans son deuil. Et voilà que soudain, Thomas lui proposait de garder sa fille contre un salaire tout à fait correct. Naturellement, Nadine accepta avec joie. S'occuper des petits-enfants, elle savait faire, sans que ce soit vraiment une passion, mais ça ne lui pesait pas non plus. Nadine se mit à la tâche avec entrain. Le jour, elle s'occupait de Léa, la nourrissait, la sortait promener, la baignait, et faisait aussi le ménage, dépoussiérer, laver le linge, ranger, préparer pour Thomas de bons dîners à son retour. Nadine prenait toujours soin de son apparence, se coiffait, se maquillait légèrement, portait des vêtements qui soulignaient avantageusement sa silhouette. Elle avait envie de plaire à cet homme, envie de voir dans ses yeux de l'intérêt, peut-être même de l'admiration. Nadine était jolie et le savait parfaitement. Thomas resta longtemps indifférent. Il remerciait Nadine pour ses soins, la payait davantage pour les tâches ménagères en plus, lui faisait des compliments, mais pas ceux que Nadine aurait aimé entendre. Thomas louait sa cuisine, remarquait les progrès de Léa, qui était clairement le mérite de la jeune femme, rien de plus. Nadine s'appliquait vraiment pour charmer Thomas, lui souriait, l'encourageait, l'amenait vers de longues conversations sincères où l'homme se confiait sur son chagrin, soulageant ainsi son âme. Thomas aimait toujours profondément Claire. Nadine aurait tant voulu qu'il ressente pour elle même un peu de ce même sentiment. Un jour, Léa tomba malade, une infection banale de l'enfance. Nadine en avait vu 100 fois de semblables chez ses cadets, mais Thomas, lui, prit vraiment peur.
En pleine nuit, il alla frapper chez les parents de Nadine, appela aussi les urgences, mais elles avaient loin à venir jusqu'à leur village. À l'homme, il semblait que sa fille était en train de mourir. La jeune femme donna à la petite un médicament pour faire tomber la fièvre. Celle-ci baissa progressivement, tout comme la tension de Thomas. Quand les secours arrivèrent, l'enfant était déjà rétabli et dormait profondément. Le médecin prescrivit un traitement et repartit. Nadine et Thomas restèrent assis dans le salon à demi éclairé. Merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ce n'est rien, ce sont des choses qui arrivent, avec les enfants, un rhume, c'est fréquent. Je comprends, mais j'ai tellement peur pour elle. Elle me paraît si fragile, si vulnérable. S'il lui arrivait quelque chose, je ne sais pas ce que je deviendrais. Tout ira bien, assura-t-elle. Léa est solide, forte, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas que tu partes, dit soudain Thomas en regardant Nadine droit dans les yeux. Reste avec moi, avec nous. Nadine n'en croyait pas ses oreilles. Son rêve se réalisait-il vraiment? Son cœur se mit à battre de joie, une vague de chaleur la traversa, l'envoyant tour à tour dans le chaud et le froid. Son visage avait dû rougir, heureusement qu'il faisait sombre dans la pièce, personne ne pouvait le remarquer. Bien sûr, elle resta. Thomas et elle se marièrent. Léa devint pour sa voisine une belle fille. Il y avait toutefois un bémol. Un jour, Thomas rentra plus tôt que prévu et entendit Nadine apprendre à la petite Léa à l'appeler maman. Non, ne fais pas ça, demanda-t-il à sa jeune épouse. Tu n'es pas sa mère. Léa doit connaître la vérité, je lui parlerai de Claire. Nadine en fut blessée, mais elle se tut. Thomas était le père, c'était lui qui décidait. À partir de ce moment, les sentiments de la jeune femme envers Léa commencèrent à s'éteindre. La fillette ne serait jamais sa fille. Tant pis. Elle et Thomas auraient bien d'autres enfants un jour. Et Léa, eh bien, Léa, il faudrait la nourrir et l'éduquer, puisqu'elle n'était là, elle, que pour cet enfant. Le temps passa. Léa grandissait, ressemblait de plus en plus à Claire, sa mère. Entre le père et la fille existait toujours un lien étroit. On aurait dit que Thomas comprenait sa fille sans un mot, tout comme elle le comprenait, lui. Cela irritait profondément Nadine, la faisait se sentir de trop, la rendait jalouse. Thomas, comme il l'avait prévu, avait raconté à Léa l'histoire de sa naissance. La fillette savait que Nadine n'était pas sa mère biologique. La petite aimait sincèrement sa belle-mère, se blottissait contre elle. Mais Nadine, elle, plus la fillette grandissait, plus elle éveillait chez la belle-mère des sentiments négatifs. Léa la dérangeait, l'agaçait par sa seule présence, lui volait l'attention de Thomas. Quand Léa eut 7 ans, Thomas et Nadine eurent enfin un enfant à eux. La jeune mère chérissait sa petite Camille de tout son cœur. Elle regardait cet enfant et son cœur se remplissait de vagues d'amour et de tendresse. Voilà donc le bonheur de la maternité. Léa, désormais, irritait la femme encore davantage. Quand la fillette tomba malade, Nadine l'envoya vivre chez une voisine âgée, moyennant une petite somme bien sûr, prétextant qu'il fallait éviter que la petite ne contamine Camille, et sut convaincre Thomas que c'était l'unique solution raisonnable. Nadine s'irritait aussi de l'intérêt de Léa pour sa petite sœur. Celle-ci voulait sans cesse voir le bébé, essayait même de la prendre dans ses bras. Pour cela, la nouvelle mère grondait systématiquement la fillette curieuse. « Éloigne-toi d'elle, tu vas la faire tomber ou lui faire mal. Tu es tellement maladroite, éloigne-toi de ma puce. » Léa, mine boudeuse, se retirait dans sa chambre. Nadine ne jouait plus avec elle, ne lui parlait presque plus. Même le père, en rentrant le soir du travail, ne lui accordait qu'un baiser en passant, puis se dépêchait aussitôt d'aller voir sa cadette. Avec Nadine, ils se tenaient tous deux au-dessus du berceau du bébé, souriant, gazouillant. Camille grandissait, et il devint bientôt évident que quelque chose n'allait pas chez elle. À l'âge où elle aurait dû le faire, elle ne se retourna pas, ne se mit pas debout, ne fit pas ses premiers pas. Les parents s'inquiétèrent. Tous deux avaient l'expérience des petits-enfants, Thomas ayant élevé Léa, Nadine ayant vu grandir toute une fratrie de cadets. Tous deux savaient approximativement à quel rythme les enfants doivent se développer. Camille, bien sûr, acquérait progressivement de nouvelles compétences, mais avec un retard, une lenteur inquiétant. Ce qui alarmait surtout les parents, c'était le manque total d'intérêt de la fillette pour le monde qui l'entourait. Elle ne tendait pas les mains vers les objets colorés, ne portait rien à sa bouche, ne cherchait même pas à saisir ses jouets. Rien n'attirait son attention, un regard absent, comme tourné vers l'intérieur d'elle-même. Nadine pleurait, penchée sur sa fille endormie, en espérant que ce n'était qu'un simple retard passager, un léger décalage dans le développement, après tout, chaque enfant est différent. Thomas se raccrochait à la même pensée. À Léa, pendant cette période, personne ne prêtait la moindre attention. On n'avait pas de temps pour elle.
Nadine passait ses journées entières concentrée sur le bébé, à l'affût du moindre signe de progrès. Thomas aussi, après le travail, se précipitait aussitôt vers Camille. L'aîné se sentait abandonné, oublié, terriblement seul. Elle aussi aurait voulu jouer avec sa petite sœur, mais on l'écartait. La fillette rêvait que son père, au moins une fois, la fasse sauter jusqu'au plafond, comme il le faisait autrefois en riant. Mais désormais, il ne faisait plus que la repousser d'un geste. Nadine, elle, s'en prenait à sa belle-fille pour un rien. Elle n'avait pas rangé ses jouets, avait mal lavé son assiette, n'avait pas sorti la poubelle à temps, avait ri trop fort pendant que le bébé dormait. Pour tout cela, Léa recevait insultes, tapes, menaces, et parfois même une gifle bien sonnante, particulièrement douloureuse et humiliante. Nadine était irritée par la seule présence de sa belle-fille, jusqu'à son apparence même. La femme s'énervait de voir cette gamine dont personne n'avait besoin, si intelligente, si jolie, en bonne santé, alors que chez Camille, visiblement, quelque chose n'allait pas. Avec le temps, les problèmes de la cadette devinrent évidents non seulement pour les parents, mais pour tout l'entourage. Thomas et Nadine confièrent Léa aux voisins et partirent eux-mêmes à Paris consulter les meilleurs spécialistes, sur les conseils des médecins de la polyclinique locale, qui n'étaient pas parvenus à établir un diagnostic pour Camille et recommandaient des examens plus approfondis, coûteux évidemment. Il fallut dépenser toutes leurs économies en frais médicaux et en logement. Le résultat laissa les deux parents abasourdis. Il s'avéra que Camille souffrait d'une maladie génétique rare, un trouble du métabolisme qui affectait le cerveau. Les deux époux étaient porteurs du gène défectueux, simplement par malchance, cela arrive. Il apparut qu'il n'existait pour l'instant aucun traitement pour cette maladie, on ne pouvait qu'atténuer les symptômes. Les médicaments coûtaient très cher pour un effet minime, mais au moins, sous traitement, il n'y aurait pas d'aggravation, pas de régression des capacités motrices. Les époux revinrent chez eux, sombres, silencieux. Nadine, qui avait pleuré des jours entiers, paraissait si pâle, si voûtée, que Léa eut du mal à la reconnaître. Thomas expliqua comme il put à sa fille aînée le malheur qui frappait leur foyer. La fillette eut de la peine pour sa petite sœur et tenta de la prendre dans ses bras. Elle reçut un violent coup dans le flanc qui la propulsa contre le mur, où elle se cogna douloureusement l'épaule. Nadine, le visage déformé par la fureur, fixait sa belle-fille, la poitrine soulevée par une respiration haletante. « C'est toi, c'est de ta faute tout ça !» criait-elle. « Tu as pris pour toi la santé de Camille, tu l'as gardée pour toi. » Nadine hurla encore bien d'autres paroles cruelles et blessantes, accusant la petite Léa de tout. Thomas, avec peine, tira sa femme dans une autre pièce, où il la calma longuement. La crise de nerfs se transforma en sanglots bruyants. Léa avait peur, très peur. Il lui semblait qu'un monstre s'était emparé de Nadine. La fillette comprit alors clairement que sa belle-mère était capable de tout, qu'on pouvait s'attendre de sa part à n'importe quoi. Camille, elle, celle qui avait déclenché toute cette tempête, était assise tranquillement dans son berceau, les bruits alentour, y compris les cris de sa propre mère, ne la troublant pas le moins du monde. La fillette regardait, indifférente, la scène qui se déroulait autour d'elle. Et c'est alors que Léa ressentit, pour la première fois, cette colère envers cette petite créature. Avant la naissance de Camille, la vie de Léa était belle. Certes, elle n'avait jamais été entourée d'une tendresse ou d'une attention exceptionnelle, mais elle vivait tout autrement. Et son père, lui, avait beaucoup aimé sa petite Léa, avant l'arrivée de la cadette. Pourquoi tout le monde adorait-il ainsi Camille, et pourquoi dans le même temps l'oubliait-on, elle, Léa? Elle qui faisait tant d'efforts pour bien se comporter, qui faisait la vaisselle, ranger sa chambre, dépoussiérer. En retour, elle ne recevait que reproches, agacements, punitions pour la moindre broutille. Léa aurait tant voulu qu'on la prenne dans les bras, qu'on l'aime, qu'on la protège, qu'on lui achète de jolies robes, des jouets, comme aux petites filles du voisinage. Certes, son père lui faisait parfois des cadeaux, mais chez Léa, toute petite déjà, était née l'impression qu'on se contentait ainsi de l'acheter, pour se dispenser de vraie attention. Elle avait froid, faute de l'affection des adultes qui comptaient pour elle. Camille, elle, recevait des soins et des caresses en double, sinon en triple ration. Voilà donc qui était responsable de la vie si difficile de Léa, sa petite sœur, cause de tous ses malheurs. Cette pensée se renforçait chaque jour davantage dans l'esprit de la fillette. Elle continuait à passer sa colère sur sa belle-fille, elle ne l'accusait plus de la maladie de Camille, mais trouvait sans cela d'autres motifs de querelle. Léa s'efforçait d'éviter le plus possible le regard de sa belle-mère. Non moins douloureuse pour la fillette était l'indifférence de son père.
Depuis que les adultes avaient appris le diagnostic de la cadette, toutes les forces, tout le temps, toutes les ressources de la famille se concentraient sur son traitement. Médicaments coûteux, séances de rééducation, exercices à la maison. Un kinésithérapeute venait chez eux plusieurs fois par semaine. Parfois du personnel médical passait poser à Camille des perfusions. Nadine et Thomas faisaient eux-mêmes de la gymnastique avec elle, l'emmenaient à la piscine, à presque 100 km du village. Régulièrement, Nadine partait avec sa fille dans un centre ou un hôpital quelconque. Quand Léa osait timidement suggérer qu'elle aimerait bien, elle aussi, aller en colonie de vacances avec ses copines ou à la mer avec son père, elle ne recevait en retour que des reproches. Quelle mère, tu n'as pas mérité ça, s'emportait Nadine. Il faut emmener Camille en centre de rééducation, ça coûte cher, expliquait plus doucement le père. Bref, tout tournait autour de Camille, Camille, Camille. Toute l'attention, toutes les ressources pour elle. Parfois, Léa avait l'impression que sa petite sœur le faisait exprès, qu'elle jouait la poupée figée simplement pour que le monde entier tourne autour de sa personne, comme une petite reine. Les années passèrent. L'état de Camille ne changeait guère, malgré les immenses efforts des parents. L'attitude envers Léa, elle non plus, ne changeait pas. Rien ne parvenait à attirer l'attention des adultes sur elle, ni les problèmes, ni les échecs scolaires, ni, au contraire, une conduite provocante et inacceptable. Léa se mit délibérément à fréquenter les garnements du coin, participait à toutes leurs pires bêtises, prenait même parfois la tête du groupe, tout cela dans l'espoir que son père, ou du moins Nadine, s'occupe enfin d'elle aussi. La fillette manquait de respect aux enseignants, ne faisait pas ses devoirs, cassa même une fois une vitre à l'école. De première de la classe, elle devint cancre et fauteuse de troubles. La tentative d'attirer l'attention des adultes par de bonnes notes et une conduite exemplaire ayant échoué, Léa mettait maintenant en œuvre son plan B avec zèle. On convoquait son père chez le directeur, on le sermonnait. Léa espérait qu'au moins une fois, Thomas lui parlerait vraiment, cœur à cœur. La fillette, en observant la situation de sa sœur, en avait tiré une conclusion. Toute l'attention, toutes les ressources allaient aux enfants à problème. Elle avait donc décidé de se comporter en conséquence. Mais le miracle n'eut pas lieu. Simplement, Nadine trouva de nouvelles formules pour insulter sa belle-fille. Tête de linotte, cancre bon à rien. Et le père, dont Léa attendait tant l'attention, se mit à la regarder différemment, avec déception, voire avec ressentiment. « Ah, Léa, Léa, disait-il en soupirant, je pensais qu'au moins sur toi je pourrais compter pour mes vieux jours. Mais toi, tu ferais mieux de... » Il criait, il gronda, une fois même il la frappa d'une ceinture sur le bas du dos. C'était toujours, malgré tout, une forme d'attention, des émotions, même négatives. Mais cela ne fit que confirmer sa déception envers sa fille aînée, avant qu'il ne reparte vers la cadette. Camille, justement à ce moment-là, se mit à tousser. Une inquiétude s'allima dans le regard de Thomas, il n'acheva même pas sa phrase avec Léa, se précipita vers la petite. Nadine était déjà là aussi, et de nouveau, tous deux se penchaient au-dessus du lit de la fillette, la rassurant, l'appelant par des petits noms tendres. Et Léa restait seule dans le salon, déçue, en colère contre le monde entier, blessée. Encore, encore, Camille avait tout accaparé. Comment faisait-elle donc, toujours la même chose? Encore quelques années passèrent. Camille avait déjà 4 ans et restait cette même fillette, indifférente à tout ce qui l'entourait. Les séances de rééducation, selon Léa, ne donnaient aucun résultat, alors que les parents, eux, se disaient satisfaits des progrès de leur petite. Léa les avait entendus dire entre eux que, sans ces soins coûteux, Camille serait aujourd'hui incapable de se lever, incapable même de marcher, alors que maintenant elle bougeait, se promenait, avait même appris à manger seule. Seulement, elle continuait, apparemment, à ne pas percevoir le monde qui l'entourait. Ou alors, elle faisait semblant. À 11 ans, Léa continuait à tenir sa petite sœur pour responsable, coupable d'être née, coupable de lui avoir volé l'attention et l'amour de son père. Depuis la naissance de la cadette, Thomas n'embrassait presque plus jamais sa fille aînée. Il lui parlait avec agacement, balayait ses demandes ou ses soucis d'un revers de main. Quant à Nadine, sa seule présence semblait l'exaspérer. La fillette évitait donc, autant que possible, de se trouver sur son chemin. Léa restait de longs moments à l'extérieur, jouait avec ses amis, rentrait le plus tard possible, après que tous les autres enfants avaient déjà été rappelés à la maison. Ce soir-là, justement, elle était rentrée particulièrement tard de la butte que des parents du village avaient aménagée pour les enfants, presque à la sortie du village. Les enfants s'étaient beaucoup amusés. D'abord une bataille de boules de neige et une bousculade générale, puis des descentes en luge et en bouées gonflables,
le vent sifflant aux oreilles, dévalant à la course, s'accrochant les uns aux autres en petits trains, ou simplement roulant en boule jusqu'en bas. Rentrer chez elle ne tentait vraiment pas Léa, mais la nuit tombait, le froid se faisait plus vif, les enfants se dispersaient un à un pour rejoindre leurs parents dans la chaleur des maisons. Finalement, Léa resta seule sur la butte, soupira en songeant au regard méprisant dont l'accueillerait sa belle-mère, et se mit en route vers la maison. À mi-chemin, la fillette remarqua qu'elle avait déchiré sa doudoune neuve, achetée récemment puisqu'elle avait grandi et ne rentrait plus dans l'ancienne. Léa s'en était tant réjouie, elle qui recevait si rarement quelque chose de neuf, tout l'argent partant dans le traitement de Camille, l'aîné n'étant pas particulièrement gâté. Et voilà maintenant qu'une grande déchirure courait tout le long de la manche de la jolie doudoune. Léa retint difficilement ses larmes. Elle comprit qu'elle allait devoir passer tout cet hiver, et peut-être le suivant aussi, avec ce vêtement rapiécé, la couture serait bien visible, impossible de réparer autrement le problème. La fillette redoutait aussi la colère de sa belle-mère. Nadine ne manquerait certainement pas l'occasion de lui hurler dessus pour cette maladresse. Mais la réaction qu'eut effectivement la belle-mère, Léa ne l'aurait jamais imaginée. Camille, pendant ce temps, jouait dans la cour. Son père lui avait construit une petite butte, et la fillette en avait appris la technique élémentaire. Elle grimpait les marches saupoudrées de sable jusqu'en haut, puis se laissait glisser jusqu'en bas. Camille répétait ce geste des heures entières, encore et encore. Elle ne montrait, à en juger par son visage, aucune émotion particulière, se contentait de glisser méthodiquement, puis de remonter, encore et encore. Cela paraissait, aux yeux de Léa, plutôt inquiétant, mais les parents, eux, étaient heureux. Leur enfant avait appris à faire quelque chose seul, l'enfant était occupé. Personne, dans ces moments-là, n'aurait osé essayer d'arracher Camille à sa butte. La fillette poussait alors des cris si perçants qu'on aurait cru que les tympans allaient éclater. On la laissait donc se défouler à satiété, parfois 1 heure, parfois 2 ou 3. Ensuite, Camille rentrait tout aussi tranquillement et impassiblement à la maison, marchait vers sa chambre, vêtue de jolies bottes fourrées, brodées de perles. On lui achetait toujours des choses jolies et coûteuses. Mais nous voyageons pour ces séances de rééducation, dans différentes villes, expliquait Nadine. Il faut avoir une tenue correcte. Alors que Léa, qui ne quittait jamais le village, se contentait, selon sa belle-mère, très bien de vêtements bon marché, achetés au marché chinois. Pourtant, la fillette grandissait, devenait adolescente, aurait bien voulu, elle aussi, être jolie, se parer un peu. Mais personne ne prêtait attention à ce genre de désir ou de demande. Quelle robe neuve, alors que la prochaine séance de rééducation de Camille approchait? Léa jeta un regard vers sa sœur, qui s'apprêtait de nouveau à dévaler la butte, si mignonne dans sa nouvelle doudoune rose et son bonnet à pompons élégant, telle une poupée, telle une petite fille sortie d'une publicité, la fille chérie de maman et papa. Léa soupira et entra dans la maison. Son père était déjà rentré du travail, assis dans la cuisine devant une assiette de pommes de terre sautées, dont le parfum était tout simplement délicieux. Léa comprit immédiatement qu'elle avait vraiment faim. L'eau lui vint à la bouche. « Bonsoir ma fille », dit son père sans lever les yeux de son assiette. « Ah, elle a fini par arriver », constata Nadine. « Déshabille-toi, et ne laisse pas tes affaires dans le couloir, accroche-les proprement. » Comme si ça avait jamais été différent. Léa, depuis l'enfance, avait été habituée à une obéissance sans faille. Elle accrocha sa veste au crochet, se dirigea vers la salle de bain pour se laver le visage et les mains, et c'est de là, sous le bruit de l'eau, qu'elle entendit le cri furieux de sa belle-mère. « C'est quoi ça ?» hurla Nadine. Léa comprit immédiatement. Sa belle-mère avait vu la manche déchirée. « Je vais la recoudre, je vais le faire moi-même », se hâta d'assurer la fillette en sortant en courant de la salle de bain. « Ah, ingrate, tu ne fais aucun cas de tes affaires. Tu sais bien qu'on n'a pas d'argent de trop, tu sais combien coûte le traitement. » Je sais bien. Je vais recoudre la manche et je continuerai à la porter comme ça. Pour que les voisins nous critiquent, en disant qu'on te prive de tout? Les commérages courent déjà. Pourquoi tu te plains de nous à tes copains bons à rien? Je n'ai pas... Léa cherchait les mots justes, mais devant le visage furieux de sa belle-mère, elle se troublait, bafouillait, comme elle aurait voulu, dans ces moments, se retrouver ailleurs, très loin, au bout du monde. « Tu le fais exprès, pour me faire sortir de mes gonds, avoue, » continuait Nadine, enragée. « Pourquoi chez nous c'est comme ça, les autres c'est l'inverse? Pourquoi es-tu si ingrate? Tu cours dehors avec tes copains, tu abîmes tes vêtements, tu fais honte à la famille. Alors que ma fille, ma petite Camille,
Elle, au moins, est née comme ça. Quand Nadine parlait ainsi, Léa ressentait toujours un mélange désagréable de sentiments. La peur que Nadine jalouse sa bonne santé et puisse, qui sait, lui faire du mal à elle aussi, et surtout cette aversion aiguë envers Camille. Si sa sœur n'était pas née, la vie aurait été tout autre, calme, heureuse, paisible. Le monde n'aurait pas tourné autour de cette fillette étrange et silencieuse, et c'est elle, Léa, qui aurait reçu l'amour et l'attention des adultes. On l'aurait emmenée à la mer, on lui aurait acheté de jolis vêtements comme à une fille unique, on lui aurait parlé, on aurait joué avec elle. De la cuisine vers la chambre passa le père, sans même un regard vers Léa terrifiée, sur laquelle Nadine déversait insulte après insulte, et tout cela pour une simple manche déchirée. Bien sûr, la fillette, même à 11 ans, comprenait parfaitement que le problème n'était pas là, ce n'était qu'un prétexte. Les racines de l'attitude de Nadine envers elle étaient bien plus profondes. Mais son père, pourquoi, encore une fois, ne l'avait-il pas défendu? Pourquoi passait-il, indifférent, comme s'il ne comprenait rien? Léa aurait tant voulu son soutien, son attention, au moins un mot, au moins un regard compatissant. Mais l'homme n'avait plus la force morale ni physique pour cela non plus. Thomas devait travailler énormément pour faire vivre sa famille, et surtout payer le traitement de sa fille cadette. Accepter la maladie de Camille lui coûtait déjà beaucoup. Et Nadine, elle aussi, l'épuisait avec ses plaintes sur Léa et sur la vie en général. Bref, il ne restait plus d'énergie, plus de force d'âme pour s'occuper en plus des caprices de l'aîné. Elle savait mieux comment élever les enfants. Elle avait fait grandir toute une fratrie de cadets, alors qu'elle applique donc elle-même ce qu'elle savait si bien faire. Jean écoutait le récit de Thomas, jetant de temps à autre un regard vers Léa. Maigre, effrayée, visiblement en manque d'amour. Lui aussi, autrefois, avait été ainsi, alors il comprenait parfaitement l'état de cette fille aînée, et savait comment tout cela pouvait finir. Il avait de la peine pour cet homme et son épouse. Un enfant comme Camille était une épreuve difficile. Et pourtant, il aurait tant voulu dire beaucoup de choses à cet homme, qui berçait sur ses genoux sa petite. Léa sembla sentir ce soutien silencieux du garde forestier. Elle leva soudain les yeux vers lui, et pour la première fois depuis son arrivée dans la cabane, se mit à parler. Elle m'a battu hier soir, avec une ceinture, dit-elle. Tant de douleur dans ses mots, tant de peur. La fillette voulait qu'on l'entende enfin, et peut-être qu'on la plaigne. Pourquoi demanda Jean. Pour la veste, pour le fait qu'on ne peut plus la sauver, et qu'il va falloir en acheter une neuve, et Camille a besoin d'un appareil de rééducation. Mais ne pensez pas, elle ne frappe pas vraiment fort, se hâta d'intervenir Thomas, juste pour lui faire peur, pour qu'elle ait un peu de crainte et qu'elle obéisse, sinon elle devient incontrôlable. Ça n'a pas d'importance, répondit sérieusement Jean. Peu importe, fort ou pas. Le garde forestier se souvenait encore des larmes brûlantes d'humiliation causées par ce genre de punition, soi-disant préventive. Lui aussi avait eu une belle-mère. Elle aimait la petite sœur de Jean, un petit ange aux grands yeux bleus, Julie, mais lui, ce garçon dégingandé, elle ne pouvait tout simplement pas le supporter. Même tout jeune, Jean comprenait que si quelque chose lui arrivait, sa belle-mère n'en éprouverait que du soulagement, alors le gamin cherchait le danger. Il nageait dans des rivières profondes et rapides, au courant fort, s'enfonçait loin dans la forêt, grimpait sur des falaises abruptes et de hauts arbres. Parmi les gamins du village, il s'était fait une réputation de casse-cou, gagnant leur respect. Dans le regard de Léa, il y avait tant de douleur enfouie que Jean ne put s'empêcher de lui caresser les cheveux. Il ne savait pas exprimer ses sentiments, ne savait pas comment se comporter avec les enfants, mais là, il comprenait qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, soutenir cette fillette. Léa le regarda avec gratitude et esquissa même un timide sourire. Elle m'a chassé de la chambre, m'a dit d'aller me faire oublier, confia la fillette. Je suis parti. Puis Thomas reprit son récit. Ensuite, un peu plus tard, Nadine m'a demandé d'aller chercher Camille dans la cour. J'ai enfilé ma veste et je suis sorti. Ja petite devait se trouver sur la butte, elle n'en partait jamais toute seule. Mais elle n'y était pas. Thomas regardait, stupéfait, la butte vide, luisant sous le lampadaire. À ce moment-là, il n'avait pas encore eu vraiment peur. Elle avait peut-être été plus loin, derrière la grange. Elle était peut-être assise là, ou dans un autre coin discret. Bien que ce soit étrange, d'habitude, une fois lasse de glisser, Camille rentrait directement à la maison. Rien d'autre autour d'elle ne l'intéressait. Thomas sentit même naître un espoir. Et si le traitement faisait effet, si les médecins s'étaient trompés dans leurs pronostics, si Camille commençait à se réveiller à la conscience, à s'intéresser au réel, si en ce moment même sa fille commençait à explorer le monde.
Thomas fit rapidement le tour de la cour à grands pas. Le froid se faisait de plus en plus vif, rester dehors devenait déjà pénible, mais Camille n'était nulle part. L'homme se précipita vers le portail. Comme celui-ci était toujours bien fermé, sa fille devait forcément se trouver quelque part sur le terrain, il ne pouvait en être autrement. Elle ne pouvait même pas atteindre le loquet, sans parler de savoir l'ouvrir. Camille était un enfant si particulier. Peut-être était-elle rentrée pendant qu'il fouillait la cour, était-elle simplement entrée par la porte restée ouverte? Thomas se hâta vers la maison. Sur le seuil, Nadine l'attendait déjà. Pourquoi tu n'as pas amené Camille demanda-t-elle mécontente, et l'homme comprit que quelque chose d'étrange, quelque chose de très effrayant s'était produit. Camille n'était visiblement pas à la maison, elle n'était pas dans la cour non plus. Mais alors, où était-elle? Que se passait-il exactement? Thomas expliqua à sa femme qu'ils n'avaient pas retrouvé leur fille. Nadine s'assit sur le coffre du couloir. Comment ça, tu ne l'as pas trouvée? Elle n'est nulle part? J'ai fait le tour de toute la cour, répondit-il. Nadine bondit et se rua dans le jardin en appelant sa fille à grands cris. Elle explora chaque recoin, alla même jusqu'à vérifier la niche du chien. Aucune trace de la fillette, nulle part. Thomas essayait de repérer des indices qui auraient pu éclaircir la situation. Mais le gel régnait, la neige était dure, aucune empreinte n'y restait visible. L'homme se précipita chez les voisins. Ils avaient besoin d'aide, urgente, immédiate. Nadine contacta le commissariat local, qui se trouvait dans un village voisin. Dans leur propre village, il n'y avait qu'un simple garde champêtre, bien inutile dans une telle situation. Léa, pendant tout ce temps, restait assise, discrète comme une souris, dans sa chambre. Personne ne s'occupait d'elle. La fillette voyait les voisins se rassembler pour les recherches, emmitouflés jusqu'aux yeux dans leurs écharpes, torches à la main, arpentant le village en une foule organisée, criant le nom de Camille, comme si la petite sœur allait leur répondre. Elle qui ne réagissait jamais, même quand sa mère l'appelait, le son de son propre prénom n'était pour elle qu'un bruit parmi d'autres, dans ce monde qui ne l'intéressait pas. Puis la police arriva. À travers sa fenêtre gelée, Léa observait le gyrophare bleu et rouge clignoter, mais pas de sirène, curieusement. Les policiers ne l'avaient pas allumé. Et surtout, aucun chien avec eux. Un chien aurait pourtant pu être utile, aurait pu suivre une piste avant qu'il ne soit trop tard. Léa enfila sa doudoune, celle-là même à la manche déchirée, et courut jusqu'au portail. Les voisins fouillaient le village, les policiers frappaient aux portes, interrogeaient les habitants, tentant de rassembler la moindre information. Léa soupira. Ainsi, ils ne retrouveraient jamais Camille. Parce qu'elle n'était pas au village, et ça, Léa le savait, elle en était certaine. Car c'était elle-même qui avait emmené Camille dans la forêt. L'idée lui était venue alors qu'elle sanglotait, allongée sur son lit dans sa chambre. Nadine venait de la fouetter avec la ceinture, l'endroit était brûlant, mais bien plus insupportable encore étaient les tourments de son âme. Comme elle aurait voulu, en ce moment, que son père la prenne en pitié, lui caresse simplement les cheveux, lui dise quelque chose de réconfortant. La solitude et le sentiment de son inutilité lui déchiraient le cœur. Tout le monde s'agitait autour de Camille, la petite sœur récoltait tout, l'amour, l'attention, les soins, les meilleurs morceaux. Léa, certes, ne manquait pas de nourriture, mais Camille suivait un régime spécial, avec des fruits et des légumes délicieux tous les jours, en toute saison, et même en ce moment précis, après avoir puni sa belle-fille, Nadine était partie en cuisine, préparer pour sa fille chérie une salade à l'ananas, uniquement pour Camille, car dans la famille, l'argent, il n'y en avait que pour elle. Et tout ça, encore une fois, à cause de Camille, à cause de sa maladie étrange. C'est alors que, depuis le couloir, résonna la voix du père. « Comment va ma puce ce soir » demandait-il à Nadine. « Ma puce ». Quand avait-il, pour la dernière fois, qu'elle ait ainsi son aîné? Quand s'était-il seulement adressé à elle? Son père était épuisé, Léa le comprenait, elle avait de la peine pour lui, mais pour Camille, il trouvait toujours de l'énergie et du temps. Il lui faisait des massages, faisait du sport avec elle, jouait avec elle. Elle, Léa, il ne lui accordait au mieux qu'une question sur ses notes. Et même maintenant, il avait bien vu Nadine la frapper, et il n'était même pas venu la consoler, rester un instant près d'elle. Non, il était retourné en cuisine, retrouver sa femme, pour prendre des nouvelles des progrès de Camille. Ah, si seulement elle n'existait pas, comme la vie serait merveilleuse. Léa se souvenait très bien de l'époque où sa sœur n'était pas encore née. Son père, alors, passait beaucoup de temps avec elle, jouait avec elle, l'emmenait à la rivière, ils partaient en randonnée, allaient ensemble en visite chez des amis.
Son père la promenait en barque, sur sa moto, l'emmenait en ville, à la fête foraine, au café. Et Nadine, elle aussi, était bien différente alors, plus douce, plus attentive. Léa se redressa brusquement dans son lit. Cette époque heureuse, cette période dorée, on pouvait la faire revenir. Il suffisait pour cela que Camille disparaisse. Léa agit presque mécaniquement. Elle se glissa discrètement dans le couloir, s'habilla vite. Les adultes discutaient tranquillement en cuisine de la journée écoulée. Léa ne passa pas par la porte principale, on aurait pu la remarquer. La fillette descendit à la cave où une petite trappe au plafond ne fermait jamais. C'est par là qu'elle sortit. L'air glacé lui brûla les joues et le nez. Il faisait tellement froid, sûrement qu'on annulerait même les cours à l'école demain. Il fallait se hâter, avant que les adultes ne réalisent qu'il faisait bien trop froid dehors et ne sortent chercher Camille. Et voilà justement sa sœur, qui grimpait sur la butte et redescendait, grimpait et redescendait, sans qu'on puisse deviner sur son visage si cette activité lui plaisait ou non, comme un petit robot, un spectacle un peu inquiétant en réalité, surtout dans la pénombre grandissante du soir. Léa s'approcha de sa sœur, attendit qu'elle touche le sol et lui prit la main. La fillette avait déjà fait ce geste bien des fois. Parfois, on lui demandait de ramener sa petite sœur de l'extérieur. Avec Léa, Camille ne faisait presque jamais de crise, marchait docilement vers la maison. Le père s'en émerveillait toujours, s'en réjouissait. Mais l'aîné pensait que cette docilité de Camille tenait davantage du hasard que d'une véritable préférence pour elle. Cette fois pourtant, Léa n'emmena pas Camille vers la maison. Non, la fillette était bien décidée à retrouver sa vie d'avant, et pour cela, il fallait éloigner sa petite sœur. Elle était, après tout, la source de tous ses malheurs. Plus tard, Léa comprendrait qu'elle avait agi dans une sorte d'état étrange, sans vraiment prendre conscience de ce qu'elle faisait. Le plus important, pour elle, à ce moment-là, était simplement d'éloigner Camille de la maison. Ce qui pourrait ensuite arriver à la petite dans la forêt glacée et sombre, elle n'y pensait pas, tout comme elle ne pensait pas aux sentiments des adultes. Léa avançait à grands pas, entraînant Camille vers la forêt qui s'assombrissait déjà à proximité. La neige crissait sous les pas des deux sœurs, dans le ciel brillaient de grandes étoiles éclatantes. Tout ça, c'est de ta faute, répétait Léa. C'est de ta faute, tout ça. Personne ne m'aime, tout le monde tourne autour de toi. Mais bientôt, tout redeviendra comme avant, et papa sera de nouveau à moi, pas à toi. Bien sûr, Camille ne répondait pas. Elle se contentait de poser un pied devant l'autre, docile, suivant Léa. Enfin, les deux fillettes se trouvèrent dans la forêt. Voilà, c'est ici que tu vas rester maintenant, annonça sombrement Léa à sa sœur. Encore un peu plus loin, pour que personne ne te voie. Et toi, ça t'est bien égal où tu es, tu comprends? Que ce soit à la maison avec les parents ou ici, ça ne fait aucune différence pour toi, alors reste là. Ayant estimé s'être suffisamment enfoncée dans les bois, elle lâcha la main de sa sœur et s'enfuit. Elle ne se retourna pas, mais elle savait déjà que la petite ne la regardait pas partir. Sa sœur n'avait pas eu peur, ne s'était pas étonnée. Camille se tenait simplement là où Léa l'avait laissée, immobile comme un poteau ou comme un marbre supplémentaire. La fillette courait, d'abord à travers la forêt, puis à travers les champs, le village se raptait peu à peu. Léa pensait qu'il fallait qu'elle rentre dans sa chambre avant que ses parents ne remarquent l'absence de Camille, sinon tout deviendrait bien trop évident. Ainsi, personne ne devinerait où avait disparu la cadette. Sans doute chercherait-on Camille d'abord, sans la trouver, et on finirait par oublier, et la vie redeviendrait comme avant. Léa rentra dans la maison par le même chemin qu'elle avait pris pour sortir, se glissa sur la pointe des pieds dans le couloir en passant par la cave, retira ses vêtements et ses chaussures. Son père et Nadine discutaient encore en cuisine du traitement de Camille. Il fallait de l'argent pour cela. Son père disait qu'il allait devoir prendre un crédit, bien qu'ils aient déjà pas mal de dettes. Léa sourit. Non, papa, tu n'auras plus besoin de t'endetter encore pour ça. Camille n'existe plus, donc plus de problème. La fillette regagna sa chambre, se glissa dans son lit, éteignit la lumière, remonta la couverture jusqu'aux yeux et attendit. Son cœur battait à tout rompre. Léa ne parvenait pas à démêler ses propres sentiments, mélange de joie et de désespoir, de peur et d'une sorte d'excitation malsaine tout à la fois. Puis Nadine envoya Thomas chercher Camille. Il ne la trouva pas, bien sûr, et ce fut le début de tout. Les voisins, la police, les recherches. Personne ne demandait rien à Léa, on l'avait, comme souvent, tout bonnement oublié, ce qui, à ce moment, la rassurait presque. Elle ne savait pas si elle serait capable de mentir en regardant son père droit dans les yeux, ni les policiers d'ailleurs.
Il fallait donc se faire discrète, faire semblant de dormir, et si jamais on lui posait la question, elle simulerait la sincère surprise. Mentir n'était pas bien, mais il fallait tenir bon maintenant pour vivre en paix après. Nous avons cherché dans tout le village, secoua la tête Thomas. Tout ce temps, si Camille était vraiment restée dehors, elle n'aurait certainement pas survécu, le froid ne cessait de s'intensifier. Et puis, quelqu'un eut l'idée d'interroger Léa. J'ai assuré que Léa ne savait rien, que Nadine l'avait punie, qu'elle avait passé toute la soirée et toute la nuit dans sa chambre, vexée et furieuse. Et vous n'êtes jamais allé vérifier comment elle allait s'étonna Jean. Léa a pleuré, seule, dans sa chambre, et vous n'êtes même pas allé lui parler? Au début, je me sentais trop fatigué, et puis la mollesse excessive gâte les enfants. Et ensuite est arrivée toute cette affaire avec Camille, et il n'y avait plus de temps à consacrer à ça. L'homme cherchait manifestement des excuses. Léa buvait chacun de ses mots. Jean voyait combien il lui était difficile d'entendre tout cela. Et alors, qu'est-il arrivé après? J'ai dit que parler à Léa ne servirait à rien, mais Nadine s'est accrochée à cette idée. Nous avons fouillé tout le village, les policiers ont appelé des renforts et une équipe cynophile. En attendant, il n'y avait rien d'autre à faire, mais rester sans agir dans une situation pareille, c'était impossible pour nous. Alors, Nadine s'est précipitée dans la chambre de Léa. Léa se retourna toute la nuit dans son lit, sans trouver le sommeil bien sûr, après ce qui s'était passé. Peu à peu, la conscience de la fillette s'éclaircit, et elle comprit ce qu'elle avait fait. Léa réalisa que même si l'on ne retrouvait pas Camille, sa vie deviendrait encore pire qu'avant. Désormais, elle serait poursuivie sans cesse par la culpabilité et la peur que tout soit découvert, et adieu voyage à la mer, jolis vêtements, fêtes foraines, et même l'attention et l'amour de son père. Face à cet état, la fillette voulut d'abord se précipiter dans la forêt à la recherche de sa sœur. Seule, en pleine nuit, il fallait tout réparer, peu importe qu'on la punisse ensuite, qu'on la frappe même, pourvu que tout redevienne comme avant. Mais Léa était terrifiée. Elle savait qu'il était peu probable que sa sœur ait pu résister plusieurs heures à un tel froid, et voir ce qu'elle était devenue, Léa ne s'en sentait tout simplement pas capable. C'était elle, après tout, la seule coupable de tout. Au petit matin, quand le bord du ciel commençait déjà à rosir, Nadine entra en trombe dans la chambre de la fillette, échevelée, désespérée, blafarde, suivie de près par le père. Léa, les yeux grands ouverts, fixait les adultes. Ils devaient déjà savoir, pensait-elle. Mais Nadine dissipa aussitôt ce doute par une question, d'une voix brisée. « Tu sais quelque chose? Tu sais où est Camille en ce moment ?» Léa se fit toute petite sous sa couverture, ne sachant que répondre. Mais cela ne fut pas nécessaire. Nadine comprit tout, immédiatement, en lisant dans le regard de sa belle-fille, dans son expression. La femme saisit la fillette par les épaules et la secoua si fort que sa tête aurait presque pu se détacher. « Où est-elle? Dis-le-moi, c'est toi qui as fait quelque chose, je le vois bien. » Le père, avec peine, détacha les mains de sa femme de sa fille et écarta la femme hors d'elle d'un coup d'épaule. Léa sanglotait, des larmes coulaient à flots sur ses joues. Elle chercha le regard de son père, y cherchant un soutien, mais ses yeux étaient froids, presque étrangers. Il regardait sa fille avec quelque chose comme du dégoût. « Où est Camille ?» répéta-t-il sévèrement, reprenant la question de Nadine. À en juger par son expression, Thomas, en regardant son aîné, avait lui aussi compris qu'elle était impliquée dans la disparition de la petite. Naturellement, Léa raconta tout. En comprenant que sa fille avait passé toute une nuit dans le froid, Nadine porta les mains à sa bouche dans un souffle, puis se retourna et se précipita hors de la maison, sans doute pour aller chercher Camille, ou ce qu'il en restait. Le père se précipita à sa suite, après avoir infligé à son aîné une gifle si violente que ses oreilles en résonnèrent longtemps, la marque restant visible sur sa joue. Thomas rattrapa Nadine, la convainquit d'agir avec méthode, lui donna pour tâche d'alerter la police et d'attendre Camille à la maison. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait la retrouver avant eux, tandis que lui-même ordonna à Léa de se préparer. Il avait l'intention de partir en forêt avec sa fille. Seule Léa savait où elle avait laissé Camille, c'était donc de là qu'il fallait commencer les recherches. Nadine ne regardait même pas Léa, assise sur le canapé du salon, se balançant d'un côté et de l'autre comme un pendule, gémissant doucement. Un spectacle terrifiant. « Regarde ce que tu as fait !» siffla le père en regardant sa femme, la peur et le désarroi se lisant dans ses yeux. Et Léa sentit le poids de la culpabilité s'alourdir encore sur ses épaules. Thomas demanda à un voisin croisé sur leur chemin de rester avec Nadine.
D'habitude, tôt le matin, les rues du village étaient calmes et désertes, mais aujourd'hui, elles étaient parcourues de voisins. Les recherches ne s'arrêtaient pas une seconde. Thomas et Léa partirent vers la forêt. La fillette avait souvent rêvé de sortir avec son père, juste elle et lui, mais bien sûr, dans ses fantaisies, la promenade était bien différente. Le père tenait fermement la main de sa fille aînée, sans même la regarder. Il ne lui adressa qu'une phrase, par-dessus son épaule. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je ne sais pas, répondit sincèrement la fillette. Elle ne comprenait vraiment pas, elle-même, ce qui lui était passé par la tête. À l'endroit où Léa avait laissé Camille, il n'y avait plus de petite. La fillette poussa un soupir de soulagement, elle avait tant redouté d'y trouver un petit corps sans vie, glacé. C'est bien ici? Demanda le père. Léa fit oui de la tête, elle était sûre d'avoir amené Camille exactement à cet endroit la veille. Thomas regarda autour de lui. Aucune trace, aucun indice. Que faire? Où chercher la petite? Était-elle encore vivante? Soudain, l'homme se souvint qu'au village, on parlait d'une bande de loups apparus dans les bois. Son cœur se serra douloureusement. Et puis, soudain, une idée lui vint à l'esprit. Tout près d'ici se trouvait la cabane d'un garde forestier. Si quelqu'un pouvait les aider dans ses recherches, c'était bien lui. Personne ne connaissait la forêt comme cet homme. C'est ainsi qu'une fillette effrayée et un homme désespéré s'étaient retrouvés, au petit matin, devant la porte de la cabane de Jean. Camille s'y trouvait, vivante et en bonne santé. Thomas avait d'abord téléphoné à sa femme pour la rassurer, puis avait déversé son cœur devant Jean, à qui il serait redevable toute sa vie. Thomas avait besoin de parler, de partager avec quelqu'un sa souffrance, sa douleur, et surtout, il avait besoin d'un conseil. Il ne le demandait pas ouvertement, mais laissait entendre au garde forestier qu'il ne savait absolument pas comment se comporter désormais avec sa fille aînée. Ce point le tourmentait, lui pesait sur le cœur. Comme il aurait aimé que quelqu'un lui dise ce qu'il fallait faire maintenant. Ses propres sentiments, Thomas ne parvenait pas à les comprendre. Il était furieux contre Léa, effrayé par sa froideur calculatrice et sa cruauté, et pourtant, dans le même temps, l'homme ressentait pour sa fille une immense pitié, une immense tendresse. C'était tout de même son enfant, sa chair et son sang, la seule, celle qu'ils avaient tant attendue. Peut-être que dans ce qui s'était produit, il portait lui aussi sa part de responsabilité. Comment se comporter avec Léa maintenant? Devait-il l'envoyer, après tout cela, dans un internat pour enfants difficiles? Nadine, elle, ne pardonnerait certainement jamais à sa belle-fille ce geste. Comment allaient-ils vivre désormais, tous ensemble, sous le même toit? Jean comprit tout, sans qu'on ait besoin de le lui dire davantage. Il regardait Thomas plutôt avec réprobation, ses yeux ne contenaient pas une once de compassion pour cet adulte. Mais il posait sur Léa, prostrée sur la table, un regard empreint de compréhension et de pitié. Il lui caressa même à plusieurs reprises le dos et les cheveux. Ne sois pas dur avec cet enfant, dit-il à Thomas. Cette fillette a dû endurer bien trop de douleur pour en arriver à faire une chose pareille. Je ne sais pas comment agir maintenant, avoua Thomas. Que faire, je n'en ai aucune idée. Il aurait fallu y réfléchir avant, se comporter différemment pour que rien de tout cela n'arrive. Je comprends, mais maintenant, comment agir, je ne sais vraiment pas. En attendant que la police arrive, écoutez simplement mon histoire. Beaucoup de choses vous deviendront claires, dit Jean, et il commença son récit. Jean avait eu une enfance heureuse. Un père, une mère, une petite sœur, une grande maison de village avec un beau verger de cerisiers, toute une bande de copains. Le petit garçon se sentait heureux jusqu'au jour de ses 10 ans. Ce printemps-là, sa mère mourut. Son père, se retrouvant veuf avec 2 enfants sur les bras, se mit à boire. Jean, dans cette période difficile, s'était occupé lui-même de sa petite sœur de 3 ans, Julie, la nourrissant, l'habillant, l'accompagnant à la crèche, puis la ramenant à la maison, veillant à ce qu'elle ne s'égare pas dans la cour, l'éduquant comme il le pouvait. C'était dur pour le garçon, très dur, et pas seulement parce qu'il fallait désormais cuisiner et faire le ménage. Sa mère avait été pour Jean l'être le plus proche, bonne, comprenant tout sans qu'il ait besoin de parler, attentionnée. Sans elle, désormais, le garçon se sentait terriblement triste, seul, abandonné, sans défense, incapable de croire que cela était définitif. Son père l'inquiétait aussi. L'homme n'était plus ce père solide, sérieux, fiable, aux côtés duquel le garçon se sentait en sécurité. Jean comprit alors à quel point son père était en réalité un homme faible, sur qui on ne pouvait pas compter. Cela lui retirait tout appui sous les pieds. Le temps passa, Jean s'habituait peu à peu à son nouveau rôle, devenait le pilier de cette famille orpheline de sa mère.
Le père, lui, continuait à boire, perdant peu à peu toute dignité. Les voisins avaient pitié des enfants, tentaient de raisonner l'homme accablé de chagrin. Un jour, Jean entendit la voisine, Madame Dubois, expliquer à son père que si celui-ci ne se reprenait pas, les enfants seraient placés dans un foyer. Ces mots effrayèrent énormément le garçon, qui depuis redoutait chaque coup frappé à la porte, craignant qu'on ne vienne le chercher, lui et sa petite sœur. Puis, environ 1 an plus tard, tout changea brusquement. Une femme entra dans leur maison, Madame Colette, une femme seule, vivant à quelques maisons de là. Vive, énergique, joyeuse, elle prit fermement les rênes du foyer. Le père, à ses côtés, redevint peu à peu lui-même, cessa de boire, se remit au travail. Jean, comprenant instinctivement l'importance de ce changement, s'efforçait de tout faire pour plaire à Madame Colette, l'aider dans les tâches ménagères sans qu'on ait besoin de le lui demander, obéissait aux moindres mots. Jean avait presque oublié combien c'était bon de sentir, à nouveau, l'odeur d'un bon ragoût ou de tarte fraîchement sortie du four dans la maison. Mais malgré tous ses efforts, Madame Colette ne l'appréciait pas. Elle semblait irritée par la seule vue de ce garçon, cherchait toujours à l'écarter, à l'envoyer loin, trouvait à redire pour la moindre chose, se déchargeait souvent de sa colère sur lui. Sur la petite Julie, blonde et menue, la femme portait, elle, un regard tout différent. Elle aimait la prendre sur ses genoux, la coiffer, l'habiller de jolies robes. Cette fillette, une vraie petite poupée, un vrai bonheur, répétait Madame Colette en lui essayant une nouvelle tenue. Elle promenait souvent sa belle-fille dans le village, l'emmenait avec elle en ville. La petite répondait à ses marques d'affection par de la tendresse et de l'attachement, et se mit même, un jour, à l'appeler maman, ce qui, pour une raison inexplicable, causa à Jean une douleur presque physique. Elle est petite, c'est plus facile pour elle de s'habituer, expliqua le père en voyant l'état de son fils. Et puis, pour Julie, c'est mieux ainsi. Une telle franchise, venant de son père, était devenue chose rare pour Jean. L'homme, lui aussi, semblait s'être concentré sur Julie et Madame Colette, et le fils devenait, pour lui également, superflu. Un jour, Jean emmena Julie se promener dans les champs, comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Sa petite sœur adorait courir dans les hautes herbes après les papillons, cueillir des fleurs éclatantes. Avec eux était venu un petit voisin, qui avait lui aussi emmené sa propre petite sœur, du même âge que Julie. Ils passèrent un bon moment ensemble, sous la surveillance des grands frères, mais quand Jean rentra, il trouva une Madame Colette furieuse et inquiète, qui, sans un mot, lui décocha une gifle. Pendant qu'il tenait encore sa main sur sa joue brûlante, essayant de comprendre ce qu'il avait bien pu faire pour mériter cet accueil, la femme réussit encore à le frapper plusieurs fois d'une baguette, un peu plus bas que le dos. « Mais qu'est-ce qui te prend » demanda Jean à travers ses larmes, tentant de se dégager de sa belle-mère hors d'elle. Il s'avéra qu'elle, ne trouvant plus Julie dans la cour, avait pris peur, avait couru dans tout le village, questionné les voisins, voulut même appeler la gendarmerie, mais on lui avait heureusement dit à temps que la fillette se promenait dans les champs avec son frère. Madame Colette sortait justement du portail pour aller ramener le vilain garnement et sa précieuse Julie, quand les deux revinrent d'eux-mêmes. C'est ainsi que Jean se retrouva sur le passage de la colère de sa belle-mère. « Ne l'emmène plus jamais sans ma permission, tu m'entends ?» criait la femme au visage du garçon abasourdi. Et son père, lui, se tenait là, il avait tout entendu, et n'avait pas même songé à prendre la défense de son fils, bien qu'il sache parfaitement que celui-ci se promenait avec Julie depuis qu'elle était toute petite, et que jamais rien de mal n'était arrivé à la fillette. Cette indifférence de son père blessa Jean bien plus profondément que les paroles injustes et cruelles de Madame Colette, plus encore que ses coups. Si auparavant Madame Colette faisait au moins un effort pour maîtriser son agacement, après cet incident, elle ne se donna même plus cette peine. Elle traitait Jean des pires manières, cherchait toujours à l'éloigner de la maison, sous prétexte d'une course quelconque, lui confiait les travaux les plus pénibles. Plus aucun sourire, plus aucune tendresse, plus aucune reconnaissance. Le père, lui, se comportait à peu près de la même façon que sa jeune épouse. C'était cela le plus douloureux. À Julie, on achetait des bonbons, on l'emmenait à la fête foraine, au cinéma en ville, on lui offrait de magnifiques poupées. Jean, lui, ne recevait rien. Il ne le mérite pas, expliquait Madame Colette pour justifier sa position. Il travaille mal en classe, il est irrespectueux, il traîne dehors on ne sait où pendant des heures. Jean, en effet, préférait de plus en plus rester loin de la maison. Il restait à l'extérieur avec ses copains jusqu'à la nuit, et quand il n'y avait personne, il partait simplement dans la forêt où il se sentait bien, en paix, en toute saison.
Les arbres, eux, n'insultaient jamais le garçon, ne pouvaient pas devenir des traîtres ou des tourmenteurs. Au contraire, les chênes et les pins écoutaient attentivement tous les récits douloureux du malheureux gamin. Jean avait tant de peine, dans cette famille où il se sentait de trop, où il irritait son père, où il suscitait la franche antipathie de Madame Colette, où même Julie, pour qui son grand frère avait autrefois été un protecteur et l'être le plus cher au monde, avait commencé à le traiter différemment, avec ce même pli dédaigneux des lèvres qu'affichait sa belle-mère en le regardant. Jean comprenait que si quelque chose lui arrivait, les adultes n'en seraient que soulagés d'une bouche de moins à nourrir, et il s'efforçait, sincèrement, de répondre à leurs attentes, se comportant de manière toujours plus risquée, ce qui lui valut une véritable réputation de casse-cou parmi les gamins du village. En réalité, il n'était qu'un enfant malheureux, dont personne n'avait besoin. Encore quelques années passèrent. Jean devint adolescent, dégingandé, renfermé. Rester à la maison lui devint tout simplement insupportable. Alors, une nuit, il s'enfuit. Il prit de l'argent dans le tiroir du bureau, marcha longtemps jusqu'à la gare routière, le garçon avait toujours aimé les longues marches, acheta un billet, monta dans le car et partit vers la ville. En regardant défiler champs et forêts, le garçon songeait à sa nouvelle vie qui commençait à l'instant même. L'inconnu, bien sûr, l'effrayait, mais tout valait mieux que son existence actuelle. La ville, d'abord, l'étourdit par son agitation et sa foule. Mais Jean se reprit vite, regarda autour de lui, ça ne lui plaisait pas vraiment ici. Il avait toujours préféré le silence, la solitude, la nature. Mais essayer de commencer une nouvelle vie valait quand même la peine. Ce sont eux qui vinrent à sa rencontre, des gamins sans abri, qui avaient sans doute repéré chez lui une âme sœur, compris que ce garçon de la campagne, comme eux, n'était le bienvenu nulle part. Jean fut heureux de se retrouver dans leur bande. Ici, on l'acceptait, on l'aimait même, à leur manière. Les garçons vivaient dans un immeuble abandonné, inachevé, à la périphérie de la ville, se procuraient de quoi survivre par de petits travaux, porter une valise pour quelqu'un, balayer une rue, aider des livreurs à décharger un camion devant un magasin. Et parfois, les adolescents volaient aussi. C'était à la fois terrifiant et excitant. Avec le temps, Jean apprit toutes les ficelles du métier et, comme les autres, contribuait régulièrement au petit trésor commun grâce à ses larcins. Bien sûr, de temps en temps, l'un ou l'autre se faisait attraper. Un jour, ce fut le tour de Jean. Il n'eut pas de chance. Un gros homme aux petits yeux méchants l'attrapa solidement par le bras et ne le relâcha pas, malgré ses supplications et ses larmes, le traînant jusqu'au commissariat. C'est ainsi que Jean se retrouva dans un centre pour mineurs délinquants. Tout ce qu'il eut à y subir, il préférait aujourd'hui encore ne pas y repenser, tellement c'était dur, un véritable enfer sur terre. C'est ainsi que Jean décrivit à son attentif interlocuteur cette période passée dans les murs de ce terrible établissement. Thomas frissonna même à ces mots. On voyait bien que le récit de Jean lui faisait une forte impression. C'était une bonne chose. Peut-être comprendrait-il enfin que sa fille aînée avait, elle aussi, besoin d'affection et d'amour, que sans cela, un grand malheur lui arriverait un jour, comme cela s'était produit pour Jean. Son père ne vint le visiter qu'une seule fois au centre. Il avait signalé sa disparition, mais n'avait participé lui-même à aucune recherche, espérant probablement, comme Madame Colette, qu'on ne retrouverait jamais son fils et que tout se réglerait de lui-même. Mais un jour, on l'appela pour lui annoncer le sort de Jean, et l'homme dut se traîner jusqu'à la ville voisine pour une visite au parloir avec son fils prodigue. En voyant le visage familier, l'adolescent éclata en sanglots. Il avait tant besoin de soutien, au moins d'un mot bienveillant, de l'assurance que tout finirait par s'arranger, venant d'un maître cher. Mais rien de tout cela ne vint. Le père réprimandait son fils, l'insultait même. Colette avait bien raison. Tu finiras ta vie en prison. Ce n'est pas pour rien qu'elle voulait t'éloigner de Julie. Une femme intelligente, perspicace. Mais attendez, protesta Jean. Sans même un gardien avec lui, à ses débuts, par bêtise, toute la vie devant lui, avec le soutien des siens, on peut surmonter n'importe quoi. Pourquoi vous dites ça ? Le père se contenta d'un geste de la main. Pour lui, tout était déjà décidé. Il ne revint jamais rendre visite à son fils. Jean sortit un an plus tard. Il était déjà presque adulte, 17 ans, sans instruction, sans espoir d'avenir, sans famille. Où aller ? Rentrer chez lui, il n'en avait aucune envie, personne ne l'y attendait avec joie. Le jeune homme retourna donc à la gare, retrouver ses anciens amis sans abri, là où on l'attendait vraiment. Jean continua à voler, comment faire autrement ? Sans cela, un enfant des rues ne pouvait pas survivre, et bien sûr, il se fit reprendre à nouveau.
Cette fois, il resta plus longtemps enfermé. À 18 ans, on le transféra dans un établissement pour adultes. Là, c'était encore pire. Jean commença même à envisager de se donner la mort. À quoi bon rester sur cette terre quand personne n'avait besoin de lui? Mais heureusement, sur sa route, croisa un homme qui, lui, se souciait vraiment de son destin. Un professeur de mathématiques, M. Bernard. Le centre pénitentiaire abritait une école pour ceux qui n'avaient pas eu le temps d'obtenir leur diplôme avant leur incarcération. Sur les bancs de cette classe se trouvaient des hommes de tous âges, aussi bien des jeunes que Jean, que des hommes bien plus âgés. Jean, à sa propre surprise, se découvrit un goût pour les études, particulièrement pour les cours de mathématiques. Le professeur, remarquant cet enthousiasme, l'encourageait, lui donnait des exercices supplémentaires, lui expliquait individuellement des notions plus complexes. Tu comprends tout instantanément, s'étonnait l'homme, tu es si doué. Pourquoi te retrouves-tu ici? Un jour, Jean lui raconta son histoire. Par les yeux de cet homme, le garçon lut de la compassion, de la compréhension. Après cette confidence, M. Bernard devint pour l'adolescent un véritable ami, un mentor. C'est lui qui l'aida à terminer sa scolarité, certes en prison, mais avec mention. C'est lui qui fit venir dans l'établissement un conseiller d'orientation, qui identifia les préférences et les aptitudes professionnelles de Jean. C'est chez lui que le jeune homme vécut, les premiers temps après sa sortie, en préparant son entrée à l'université locale, en filière forestière et gestion des espaces verts. M. Bernard parlait longuement, sincèrement, avec Jean, lui expliquait combien son ancien mode de vie était dangereux, lui rappelait ce qui était bien, ce qui était mal, lui donnait des repères pour avancer dans la vie. Autrefois, M. Bernard s'était lui aussi trouvé dans une situation similaire. Quelqu'un l'avait aidé alors, et c'était sa façon, aujourd'hui, de rendre cette dette, en tentant de sauver un jeune garçon encore perdu. Les efforts de M. Bernard ne restèrent pas sans effet. Jean termina ses études, devint garde forestier. Son mentor venait parfois lui rendre visite dans sa cabane, et Jean était toujours sincèrement heureux de ces visites. Avec son père, Jean n'avait plus de contact. Il avait tenté, une fois, de renouer les liens, à l'époque où il était déjà devenu un homme accompli, sérieux. Il était venu chez lui avec des cadeaux pour tout le monde, mais rien n'avait changé, on ne l'y accueillait toujours pas avec plaisir. Jean ne nourrissait pas de rancune envers sa famille, mais il ne chercha plus jamais à les revoir. Il avait ses amis, de bons amis, il avait M. Bernard, et cela suffisait amplement à l'homme. Il ne s'était jamais fondé de famille lui-même, avait bien essayé, dans sa jeunesse, mais ça ne s'était jamais vraiment concrétisé. Il vivait donc maintenant, seul, dans sa petite cabane au milieu des bois, et cette situation lui convenait parfaitement. Sans M. Bernard, sans son soutien dans cette période si difficile, qui sait ce qu'il serait devenu? Rien de bon, sans doute. Thomas regardait Jean, stupéfait. Vous avez traversé tant d'épreuves, votre famille, ses relations, c'est vraiment terrible. Puis, quelque chose sembla soudain le frapper. Jean fixait son interlocuteur droit dans les yeux, celui-ci détourna le regard. Notre situation est complètement différente, tenta d'objecter Thomas. Notre enfant est malade, nous nous sommes entièrement consacrés à notre fille souffrante, et l'aînée, elle méritait votre amour, elle en avait besoin. Mais nous faisons de notre mieux, c'est tellement difficile, vous ne comprenez pas. Votre fille a failli commettre l'irréparable. Elle souffre, je le sens très bien, moi, cet état, j'y suis passé. Jean parlait à voix basse, pour que Léa, assise près de la porte, ne l'entende pas. Sauvez-la, avant qu'il ne soit trop tard. Thomas baissa la tête. Quelque chose commençait enfin à le percuter, à quel point ils avaient été injustes envers Léa. Il regarda son aîné avec tendresse et compassion, cette adolescente déjà si grande, mais encore si fragile, si sans défense. Puis il déposa doucement Camille, s'approcha de Léa et l'enlaça fort. Dans les yeux de l'enfant passa d'abord la surprise, puis la joie. La fillette finit par pleurer, incapable de retenir ses émotions. Camille, elle, contemplait la scène avec la même indifférence habituelle. Jean espérait sincèrement que le traitement finirait par aider cette petite au visage si sympathique. Bien sûr, ce n'était pas facile pour des parents, mais cela ne justifiait en rien de délaisser l'aîné. Léa ne valait pas moins que sa sœur. Thomas caressait les cheveux de sa fille, lui murmurait des paroles apaisantes. La fillette se calmait peu à peu. En observant cette scène, Jean se dit qu'il en serait ainsi désormais, que tout finirait par s'arranger. Thomas comprenait qu'on ne pouvait plus continuer ainsi. Il en parlerait absolument à son épouse. Tout le monde en sortirait gagnant, même Nadine. Thomas remercia longuement Jean avant de repartir, pour avoir sauvé Camille, et pour cette confidence qui avait aidé l'homme à comprendre tant de choses.
Avant leur départ, Jean caressa les cheveux de Léa et lui dit qu'elle pouvait, à tout moment, venir lui rendre visite, en prévenant ses parents, bien sûr. La fillette sourit et promit de venir visiter la cabane de la forêt. Le garde forestier savait qu'elle tiendrait cette promesse, qu'elle reviendrait sans doute plus d'une fois. Jean deviendrait, pour cette petite, ce que M. Bernard avait été pour lui, si nécessaire. Chaque enfant mérite l'amour, l'attention et la protection des adultes. Après le départ de Thomas, Camille et Léa, Jean resta longtemps immobile près de la fenêtre, regardant s'éloigner la petite famille dans la lumière encore pâle du matin. Bruno vint se coucher contre ses jambes, comme s'il comprenait, lui aussi, que quelque chose d'important venait de se produire dans cette cabane. Jean savait que la police allait bientôt arriver, qu'il devrait répondre à quelques questions de routine, mais son esprit restait tout entier tourné vers cette adolescente au regard si sombre. Il espérait sincèrement que Thomas tiendrait sa promesse, que quelque chose changerait vraiment dans cette famille, et pas seulement pour quelques jours, le temps que l'émotion retombe. Les gendarmes arrivèrent 1 heure plus tard, posèrent leurs questions, notèrent les circonstances de la découverte de l'enfant, remercièrent Jean pour sa vigilance, et repartirent presque aussitôt, satisfaits que l'affaire se soit terminée sans drame. Jean referma la porte derrière eux, et resta un moment silencieux dans sa cabane, redevenu calme. Bruno le regardait avec cette attention particulière qu'ont parfois les chiens, comme s'il devinait les tourments intérieurs de leur maître. Voilà donc où peut mener un manque d'amour, pensa Jean en rangeant les tasses laissées sur la table. Une petite fille de 11 ans, poussée par la douleur et l'abandon, jusqu'à commettre un geste qu'elle-même ne comprenait pas vraiment. Combien d'enfants, se demandait-il, portent en silence ce genre de blessure, sans que personne ne s'en aperçoive jamais, jusqu'au jour où il est trop tard. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, vous aussi, ce qui pousse un enfant à un tel désespoir, et si un seul regard bienveillant, au bon moment, aurait suffi à tout changer. Les jours suivants, Jean reprit sa routine habituelle, les tournées en forêt, la surveillance du gibier, les longues promenades avec Bruno dans la neige qui commençait doucement à fondre. Mais quelque chose, en lui, avait changé. L'histoire de Thomas, de Léa, de Camille avait réveillé des souvenirs qu'il croyait avoir enfouis depuis longtemps. Il se surprenait à repenser à son enfance, à Madame Colette, à son père, à cette période sombre de sa vie où personne ne semblait vouloir de lui. Et il se demandait aussi ce qu'il était advenu, avec le temps, de sa petite sœur Julie. 2 semaines passèrent sans nouvelles de la famille de Thomas. Jean commençait à se dire que Léa avait peut-être oublié sa promesse, ou que ses parents ne l'avaient pas autorisée à revenir. Après tout, la vie reprend vite son cours, les bonnes résolutions s'estompent, les habitudes reviennent. Il ne leur en aurait pas tenu rigueur, il connaissait trop bien la force d'inertie des vieilles blessures familiales. Et puis, un après-midi de la fin février, alors que le soleil commençait timidement à réchauffer l'air, Jean entendit Bruno aboyer joyeusement près de l'entrée du sentier. Il sortit et vit une silhouette familière qui approchait, emmitouflée dans un manteau, un petit sac à dos sur les épaules. C'était Léa. Elle s'arrêta à quelques mètres de la cabane, un peu hésitante, comme si elle craignait de ne pas être la bienvenue. « Bonjour, dit-elle timidement. Mon père m'a laissé venir, il m'attend au bout du chemin avec la voiture, je n'ai qu'1 heure. Jean sourit, un vrai sourire, chaleureux, et l'invita à entrer. Bruno se précipita vers elle, tournant autour de ses jambes, la queue frétillante, comme s'il se souvenait parfaitement de son odeur. Léa s'agenouilla pour le caresser, et pour la première fois depuis que Jean la connaissait, il vit un vrai sourire illuminer son visage, sans arrière-pensée, sans cette ombre de tristesse qui semblait toujours planer sur elle. « Comment ça va à la maison ?» demanda Jean en préparant du chocolat chaud. « Différent, » répondit Léa après un silence. « Pas parfait, mais différent. Papa me parle plus. Il m'a emmené au cinéma la semaine dernière, juste nous deux. Nadine essaie aussi, je crois. Elle ne m'a pas frappé depuis ce jour-là. » « C'est un début, » dit Jean en posant la tasse devant elle. Elle but une gorgée, silencieuse, puis leva les yeux vers lui. « Pourquoi vous m'avez aidé ce jour-là ? Vous auriez pu me juger, comme tout le monde. » Jean s'assit face à elle, réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que j'ai été toi, » dit-il simplement. « Pas exactement toi, mais j'ai connu cette douleur-là, ce sentiment de n'exister pour personne. Et je sais qu'on guérit pas de ça en se faisant juger. On guérit quand quelqu'un accepte de nous voir vraiment. » Léa baissa les yeux vers sa tasse, les larmes lui montant aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes différentes, moins amères. « Est-ce que vous croyez que je suis quelqu'un de mauvais ? Demanda-t-elle d'une toute petite voix,
Pour avoir fait ça à Camille? Non, répondit Jean sans hésiter. Tu as fait quelque chose de terrible, ça c'est vrai, et tu vas devoir vivre avec ce souvenir toute ta vie. Mais tu n'es pas mauvaise. Tu étais une enfant à qui personne n'avait montré comment porter sa douleur autrement. Ça ne pardonne pas le geste, mais ça l'explique. Et c'est important de faire la différence entre les deux. Léa resta silencieuse un moment, digérant ces mots, puis elle demanda, avec cette curiosité directe propre aux enfants, Et votre sœur, Julie, vous ne l'avez jamais revue? Jean soupira, se leva pour attiser le poêle, gagnant quelques instants avant de répondre. Si, une fois, dit-il enfin. Il y a une dizaine d'années. Elle m'a retrouvé, en fait. Elle avait grandi, elle s'était mariée, elle avait des enfants à elle. Elle voulait comprendre pourquoi j'avais disparu de sa vie sans explication. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité, que je ne lui en voulais pas, à elle. Qu'elle était une petite fille, elle aussi, prise dans une situation qu'elle ne maîtrisait pas. Que ce n'était pas sa faute si notre belle-mère l'avait préférée à moi. Les enfants ne choisissent pas d'être aimés plus ou moins, ils reçoivent ce qu'on leur donne. Est-ce que vous la revoyez maintenant? De temps en temps, oui. Elle vient parfois avec ses enfants, en été. Ça fait du bien, cette petite lumière retrouvée. On ne répare jamais complètement le passé, mais on peut construire quelque chose de neuf, à côté des cicatrices. Léa hocha la tête, pensive. Puis elle regarda l'horloge sur le mur et se leva précipitamment. Je dois y aller, papa attend. Merci pour le chocolat. Et merci pour tout. Jean la raccompagna jusqu'au sentier, Bruno trottinant joyeusement à leur côté. Avant de s'éloigner, Léa se retourna. Je peux revenir? Quand tu veux, répondit Jean. Cette cabane a toujours une place pour toi. Il la regarda s'éloigner vers la route où l'attendait la voiture de son père, puis rentra chez lui, le cœur étrangement léger. Peut-être, se disait-il, avait-il enfin trouvé un sens différent à sa solitude choisie, celle de pouvoir offrir à un enfant blessé ce que lui-même avait tant espéré recevoir, sans jamais l'obtenir dans son enfance. Les mois passèrent. Léa revint plusieurs fois, toujours accompagnée de son père au début, puis, à mesure que la confiance s'installait entre Thomas et Jean, elle vint parfois seule, à vélo, l'été venu. Jean apprit ainsi, petit à petit, l'évolution de cette famille qu'il avait, sans le vouloir vraiment, contribué à sauver d'un naufrage silencieux. Thomas avait tenu parole. Il avait longuement parlé avec Nadine, cette même nuit où Camille avait été retrouvée, une conversation difficile, ponctuée de larmes et de reproches, mais nécessaire. Nadine avait fini par admettre, avec beaucoup de résistance d'abord, que sa colère envers Léa n'avait jamais vraiment été une colère envers l'enfant elle-même, mais envers le destin, envers cette maladie qu'elle ne pouvait ni comprendre ni combattre, envers cette injustice qui avait frappé sa propre fille. Léa n'avait été, dans cette histoire, qu'un exutoire commode, une cible plus facile à atteindre que le sort lui-même. Cela ne s'était pas arrangé du jour au lendemain, bien sûr. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et Nadine retombait parfois dans ses travers, un mot dur, un regard agacé. Mais quelque chose avait changé dans la structure même de la famille. Thomas s'était mis à consacrer, chaque semaine, un moment exclusivement à Léa. Une sortie, une conversation, peu importe l'activité, l'essentiel étant qu'elle sente qu'elle comptait, elle aussi, pour lui. Il avait aussi entrepris, avec l'aide d'un psychologue que Jean lui avait recommandé par l'intermédiaire d'un ancien camarade de faculté forestière, un travail plus profond sur sa propre culpabilité envers Léa, cette culpabilité qu'il projetait depuis des années sur sa fille aînée, sans même en avoir conscience. Camille, quant à elle, continuait son traitement, ses séances de rééducation. Les progrès restaient modestes, mais réguliers. Elle apprit, avec le temps, à esquisser quelques sourires, notamment lorsque Bruno, que Jean amenait parfois en visite chez la famille, venait poser sa tête sur ses genoux. C'était peu, mais c'était immense, pour des parents qui avaient appris à savourer chaque petite victoire. Un jour, alors que l'été touchait à sa fin et que les feuilles commençaient à jaunir dans la forêt, Léa arriva chez Jean avec un air différent, plus grave que d'habitude. « J'ai quelque chose à vous dire, annonça-t-elle en s'asseyant sur le banc devant la cabane. « Je t'écoute, répondit Jean, qui s'affairait à réparer un des colliers de Bruno. J'ai décidé, plus tard, de devenir éducatrice spécialisée, pour travailler avec des enfants comme Camille, mais aussi avec des enfants comme moi, avant, des enfants qu'on oublie. Jean posa son ouvrage et regarda la jeune fille avec une fierté qu'il ne chercha pas à cacher. C'est une très belle idée, dit-il simplement. Vous croyez que j'en suis capable, malgré ce que j'ai fait?
C'est justement parce que tu as traversé ça que tu pourras comprendre ces enfants mieux que personne. Ta blessure, si tu apprends à la porter correctement, deviendra ta plus grande force. C'est souvent ainsi que ça marche. Léa sourit, ce sourire désormais plus fréquent, plus lumineux, qui n'avait plus rien de cette absence qu'elle affichait autrefois par désespoir. Les années suivantes confirmèrent cette promesse. Léa grandit, termina ses études secondaires avec des résultats honorables, bien loin de la cancre rebelle qu'elle avait été. Elle continua à visiter Jean régulièrement, lui apportant des nouvelles de sa famille, de ses études, de ses premiers émois adolescents aussi, qu'elle partageait avec la confiance qu'on accorde à un grand-père bienveillant. Jean, de son côté, trouvait dans ses visites une forme de rédemption qu'il n'avait jamais osé espérer, celle de pouvoir offrir à un enfant ce que lui-même n'avait jamais reçu. Un soir d'automne, alors que Léa, désormais âgée de 18 ans et sur le point de partir étudier en ville, vint lui rendre une dernière visite avant son départ, elle lui posa une question qui le prit par surprise. Est-ce que vous regrettez, demanda-t-elle, de ne jamais avoir eu d'enfant à vous? Jean réfléchit longuement avant de répondre, regardant les flammes danser dans le poêle. J'ai eu des enfants, dit-il enfin, pas de la manière dont on l'imagine habituellement. Mais toi, par exemple, tu es un peu comme la fille que je n'ai jamais eue. Et je pense que d'autres viendront, après toi, qui auront besoin de ce que j'ai à offrir. Ça me suffit amplement. Léa se leva, s'approcha de lui et le serra dans ses bras, longuement, sans un mot. Puis elle partit, cette fois pour de bon, vers sa nouvelle vie, laissant Jean seul avec Bruno, dans le silence apaisant de la forêt qui commençait à s'endormir pour l'hiver. Cette histoire nous rappelle une vérité simple, mais souvent négligée. La douleur d'un enfant, quand elle n'est pas vue, ne disparaît jamais, elle se transforme, parfois en désespoir silencieux, parfois en gestes que personne n'aurait imaginé possibles. Mais elle nous montre aussi qu'il n'est jamais trop tard pour changer de regard, pour tendre la main, pour réparer ce qui semblait irréparable. Combien de Léa croisons-nous chaque jour, sans les voir vraiment? Et vous, qu'en pensez-vous? Suffit-il d'un seul adulte bienveillant pour sauver un enfant du naufrage? Jean continua, les années suivantes, à vivre dans sa cabane au cœur de la forêt, fidèle à sa vie simple et retirée. Mais quelque chose, désormais, la distinguait de ses années précédentes. Elle n'était plus seulement un refuge contre le monde, mais aussi, parfois, un port d'accueil pour ceux qui, comme Léa autrefois, avaient besoin d'un endroit où poser leur fardeau, ne serait-ce qu'un instant, avant de repartir plus légers vers leur propre chemin. Bruno vieillit à ses côtés, toujours aussi fidèle, toujours aussi attentif aux moindres signes de détresse dans les bois environnants. Et Jean, en le regardant somnoler près du poêle certains soirs d'hiver, se disait parfois que ce chien avait sauvé, cette nuit-là, bien plus qu'une petite fille perdue dans la neige. Il avait, sans le savoir, mis en mouvement une chaîne de guérison qui allait, longtemps encore, continuer de porter ses fruits, discrètement, comme le font toujours les vraies transformations intérieures.